je vous avais parlé d'un format d'interview que je lançais. On est avec Asma Mala. Salut bonsoir. Asma. Salut Julien. Bon, je suis super content que tu sois la première invitée. Je suis très heureuse d'y Ouais, moi, je suis tout stressé. Pourtant, je fais de la télé tout le temps, tu vois. Je fais de la télé tout le temps sur un plateau qui est bien plus grand que ça. Tu vois, je suis sur le plateau du 20h normalement Ouais, mais tu m'as jamais reçu, donc... Mais c'est ça. T'as jamais voulu venir d'ailleurs. Tu m'as jamais invité. Oui, parce que déjà, elle est jamais venue dans mon émission. Et si, je t'ai déjà invité en plus. C'est vrai. Et tu m'as dit non, il faut me prévenir. Combien tu m'as dit? Genre 6 semaines à l'avance. Genre moi, je préviens 6 semaines à l'avance. Bon, bref, elle est jamais venue dans l'émission que je fais à la télé. Et là, elle est là avec nous. Je suis trop et donc, contente. déjà, on peut la remercier. Donc, vous connaissez le truc, hein, pour remercier, vous balancez de la raquette pour Asma. On va. C'est quoi ça? Elle connaît pas les raquettes, Asma. Tu connais pas les raquettes? Mais non. Bah, en fait, c'est mon fils qui m'a fait une raquette, vrai ou faux. Donc ça, c'est à toi. C'est à moi, c'est ma raquette à moi. Et du coup, quand les gens veulent voter sur ce stream, ils votent avec la raquette vrai ou faux. Ah, Et c'est donc, ils ont génial. des petites émojis qui s'affichent. Et avec la raquette, là, si je te montre, Attends, regarde. vas-y. Regarde, je te montre. Ils sont tous en train de voter avec la raquette. C'est génial. C'est marrant, non? Du verre. Merci les gars. Voilà. Merci, les filles. Et ben, vous faites plaisir à Asma. Mettez-moi du verre. Ça lui fait plaisir, bah, c'est Ça cool. me fait trop plaisir. Voilà. Donc, pour l'instant, on a les habitués qui se regroupent tranquillement. Moi, je vais me mettre un peu dans ce nouveau format d'interview que je découvre. Je suis hyper content de tenter ça avec toi. Bon, on va essayer les plâtres ensemble. On va essayer le plâtre ensemble. Je me suis dit qu'Asma, elle serait cool avec moi. Voilà, ce serait une première sympa. Alors, évidemment, la particularité de ce stream, enfin de tous les streams d'ailleurs, mais t'as jamais fait de Twitch, toi? Genre, c'est mon premier de la vie. De toute ta vie, quoi. Mais ouais, T'as enfin, fait je tous les découvre. plateaux de télé de France et de Navarre, mais t'as jamais J'ai fait... même fait plein de podcasts, mais ça, j'avoue que c'est un premier format. Enfin, moi-même, je vais être un peu hésitante, hein, en vrai, pas de stress. Tiens, on va voir d'ailleurs si... Vous voyez le setup, les amis? Alors, demande-leur à quoi ça leur fait penser. C'est ce que je pensais. Oui, c'est cool. Alors, dites-moi, ce setup, à quoi ça vous fait penser? Parce que le style d'interview, le style du studio, j'ai copié un peu, alors pas complètement, mais un petit peu, sur un podcasteur que vous connaissez peut-être. Allez-y, dites-moi un peu si vous avez des idées, je verrai si vous trouvez. Il faut chercher du côté des États-Unis. Et du côté de vas-y. notre sujet. Et du côté de notre sujet. Mais en plus. Parce que j'ai pas encore dit de quoi on allait parler d'ailleurs, Masma. Ah, ils savent pas? Non. Ah, mais non. Ben non. On va le dire maintenant. Ah, d'accord. Ah, c'est mon premier stream également. On a un nouveau. Et ben c'est cool, bienvenue. Ah, et c'est un nouveau qui trouve, c'est Joe Rogan. Mais exactement, Attends, c'est bravo. Bravo Eliaxir, c'est exactement ça. Et en fait, alors, pour la petite histoire, ça fait un moment C'est dingue. que j'ai envie de lancer des interviews. Et donc, j'ai fait plusieurs studios, je suis allé voir plusieurs studios, et puis à un moment, on m'a dit, mais du coup, t'as envie que ça ressemble à quoi ton truc? Alors moi, normalement, quand tu fais de la télé, t'as des gens qui s'occupent de ça, tu vois, qui font la DA, donc qui te font ton truc, et toi, t'arrives et tu te dis, oui, j'aime bien, j'aime pas, mais jamais je me suis occupé de ça. Et puis du coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi? Et en fait, comme moi, je passe mon temps à regarder des streamers vraiment qui publient de la désinformation, parce que c'est mon boulot. Donc moi, je fais que ça, regarder des gens qui publient de la désinformation. Et du coup, j'ai copié quelqu'un qui fait de la désinformation, et je trouve ça assez stylé. Moi, je trouve ça ultra stylé. Tu connais Joe Rogan? Bah, bien sûr, comment ça je connais? T'en parles même dans ton bouquin. J'en parle même dans mon bouquin, bien sûr, bien sûr. Et puis, non, et puis je crois que la conversation qu'on a eue, la fois où tu m'avais proposé justement de venir, c'était que, et moi j'avais trouvé ça très, très, très cool, et je vais te trahir, mais c'est pas un grand secret, c'est que et j'étais d'accord avec toi, tu voulais pas d'un appartement témoin type Ikea, quoi. Enfin, le truc avec la petite plante verte, le petit fauteuil, le C'est canapé. exactement ça. Et j'étais tellement d'accord avec toi. Et en fait, il faut du muscle, il faut du brut, il faut du raw. Et c'est très cool parce que je trouve que c'est assez réussi. C'est un peu brut de décoffrage. J'adore, moi. Ouais. J'ai pas mis le petit t-shirt moulant là. Les Joe ovaires Rogan. sur la table. Les ovaires sur la table. C'est ça bien. Les ovaires sur la table ce soir. Et alors d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais le titre de ce stream, c'est interview, vrai, fake ou fuck you. Oui. Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, mais t'as le droit? Alors, je T'as sais le droit pas, de le dire est-ce que Ou je tu vais me mets faire, des petites je vais me faire étoiles et des striker petits ou pas machins si je mets. Est-ce que si je dis fuck you, je vais me faire striker, à votre avis? On n'a pas le droit de dire fuck you quand même. Bah, Je pense qu'il n'y a pas un stream américain qui passe si t'enlèves fuck you, non? Je sais pas comment ça passe Écoute, sur on va le Twitch. tenter, hein, on va le tenter. Si on se fait striker, on se fait striker. Bah, on s'en Mais en fout, gros, hein. l'idée de l'interview, C'est pas. c'est. En gros, quand je vais te dire des trucs, tu peux me dire c'est vrai, c'est faux, mais tu peux aussi me dire fuck you, genre ta question elle est nulle. Parce qu'en fait, c'est un truc, je trouve que c'est un truc qu'on dit jamais quand on t'interview. On est Bah, dans tu une peux pas. relation. Et voilà. Tu vois, t'es dans une relation avec l'interviewé où en fait, toi, de toute façon, quoi que tu dises,
tu vas faire semblant de kiffer la personne et la personne va faire semblant de te kiffer un peu, tu vois, il y a un peu ça. Sauf les interviews politiques. Et donc là, tu as l'autorisation quand ma question, tu trouves qu'elle est naze. D'accord. Genre, c'est trop cool. Ouais, en plus, toi, je sais que tu vas bien l'utiliser, ça. Attends, ça dépend si t'as bien bossé ton sujet ou pas. Tu l'as lu, le livre? Mais oui. Alors voilà, ça, c'est son bouquin. Son bouquin. Donc, vraiment, ça t'arrache la gueule de le dire. C'est cyberpunk. Cyberpunk. Excuse-moi. Alors, cyberpunk. Cyberpunk. Bon, alors, et si on commençait, avant de te décrire complètement à ce moment-là, on va le faire. Parce que les gars, ils me connaissent pas, personne ne me connaît là-dedans. Personne n'a jamais entendu parler de moi, je pense que une partie des gens ont entendu parler de toi et savent qui tu es, mais on va quand même te présenter. Ça se fait quand même, non? Ouais, non, mais carrément, bien sûr. Bon, on commence par ton bouquin. Donc, c'est Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Je vais pas tenter de le résumer, mais en gros, moi, je l'ai vécu comme une sorte de... le monde que tu décris, en général, c'est un monde dystopique. C'est-à-dire que tu l'imagines dans une série télévisée où tu te dis « Oh là là, regarde ce qui va nous arriver sur la tête dans 20 ans. L'homme, la machine, les tech bros et les algorithmes vont nous emmener dans un monde complètement fou. Et on joue à se faire peur, mais on est sur son canapé tranquille en mangeant des chips. Et on se dit « C'est pour plus tard, tu vois. Oui. » Et toi, ce que je trouve dans ce livre, je te dis « Les gars, c'est pas pour plus tard. » Le monde d'Elon Musk et le monde des tech bros et en gros, de ces espèces d'autoritarisme, fascisme ou pas, on va en parler, qui est en train de monter, booster aux algorithmes, c'est pas le monde de demain. Toi, t'es en train de dire que c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Il est déjà partout autour de nous. Et tout l'enjeu du livre et de l'écriture, en tout cas, c'était de dire... réveillons-nous et nommons les choses. Enfin, il faut qu'on arrête de se mentir et d'ouvrir un peu les yeux et d'accepter le monde tel qu'il est. Et il est dystopique, mais pas pour se faire mal ou pour inquiéter, mais pour... C'est comme aller chez le médecin. C'est quand tu poses le bon diagnostic, t'as de meilleures chances de trouver la bonne médication, si jamais la maladie ne te convient pas. Donc c'était un peu ça, l'enjeu, l'intention de cette écriture-là, c'était de dire... Le futur est déjà là, et ça, c'est la grande phrase de William Gibson, qui est un des auteurs phares du mouvement cyberpunk. Donc peut-être on parlera. Ouais, on va parler de tout ça, et on va parler aussi. Ce qui est intéressant, c'est que t'es pas que dans le ouin-ouin, quoi. T'es pas que en train de dire on va tous mourir. Jamais de la vie, mais même dans la vie, je suis pas ouin-ouin. Non, c'est la folie. C'est pas ton style. C'est pas ton style. Je confirme. Tu connais ou pas? Je vais pas vous cacher, je te connais quand même assez bien, donc je sais que c'est pas ton style. T'as une énergie débordante, et donc on finit pas le livre en se disant bon, les gars, on se met devant la scène, on s'attache les pieds et on saute dedans. Non, jamais. C'est la lucidité comme prérequis du courage. Ce n'est que ça. Et il faut se faire mal et c'est pas très grave. Mais le ouin-ouin, le truc victimaire où c'est toujours la faute des autres, c'est insupportable. Pas du tout. Si tu devais juste me dire un peu rapidement, avant qu'on rentre dans le... On va regarder vraiment les concepts que tu développes, on va essayer de faire ça en longueur, parce que l'avantage ici, c'est qu'on a le temps, tu vois. Enfin, on parle de ce que tu veux. On n'est pas dans une interview qui va être mise sur les réseaux, qui va durer 3 minutes. On a le temps, on va développer, on va aller là où on veut, là où la communauté nous emmène, on va répondre à leurs questions. Parce qu'on peut parler avec eux. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ils parlent avec nous ou bien pas? Bien sûr, ils vont on fait du collaboratif. Ils vont poser leurs questions. T'as Cronambule qui découvre, je découvre Asmamala comme subversive. Mais oui, elle est subversive. Ça te va comme mot subversive? T'es subversive. Mais j'adore, je suis punk. T'es punk un peu. Non, elle est un peu punk. Elle est un peu punk. Sinon, j'aurais pas écrit ça. J'aurais fait un truc académique, ronflant et relou. Ouais, et en plus, c'est vrai. Bon, on en parlera de ton bouquin, mais il est pas relou. C'est-à-dire que c'est pas un bouquin de chercheur. C'est pas. Je suis pas chercheur. Alors, oui, vrai ou faux, à ce moment-là, tu es chercheuse. Faux. Faux, direct. Genre ouf. Faux. Genre faux. D'accord. Et fuck you. Et fuck you aussi. Alors vas-y, pourquoi t'es... Alors, attends, avant d'aller dans vraiment qui tu es et pourquoi t'as écrit ce livre, et parce qu'on sent qu'il vient un peu des tripes, mais si tu devais dire, en gros, c'est quoi la menace actuelle? Dans quel monde on est, et pourquoi t'avais envie de sortir ce livre? Parce que tu vois ce monde-là et tu te dis, là les gars, faut se réveiller. Si tu veux me décrire le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'exclusion. C'est la confiscation de toute possibilité qu'on pourrait avoir, nous citoyens, nous peuple, nous nation, nous patrie, nous ce que voulez-vous, de prendre
part à la conversation. Donc, quel est le futur qu'on veut? Quelle est la prochaine architecture politique qu'on veut? Comment est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Comment est-ce qu'on envisage notre futur, notre avenir, nos enfants, etc. Donc, et de toutes ces conversations-là, progressivement, nous en sommes exclus parce que ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir et la puissance sont quelques acteurs technologiques et qui ont décidé qu'ils allaient avancer sans nous. Et donc, c'est ça, moi, mon sujet. Le wake-up, c'est pas du tout sur l'IA ou les réseaux sociaux. Je trouve que c'est des discussions, d'ailleurs, un peu petits joueurs. Et j'en parle, je crois vraiment que la principale rupture du XXIe siècle, si d'ailleurs il devait y avoir rupture, je suis même pas sûre que ce soit véritablement une rupture, mais la chose la plus inédite de notre siècle, ce sont ces nouvelles formes de puissance que sont les méga-corporations technologiques et qui sont dans leur ADN purement cyberpunk. Ah, pourquoi cyberpunk? Parce que pour ceux qui connaissent pas le concept ça vient de romans et des années 80, c'est quoi Alors le cyberpunk, c'est quoi? C'est que alors, les gourous de la tech dont on parle, ou les gars de la tech, alors, il y a déjà deux macropôles, parce que Big Tech, ça va encore rien dire. Donc, d'un côté, tu as toutes les anciennes métaplateformes, genre Google, Amazon, Apple, enfin, les anciennes GAFAM, GAMAM, etc. Donc, mais c'est pas tellement elles qui, moi, me sont aujourd'hui, en tout cas, dans ce deuxième livre, l'objet de mon travail. Celles qui m'inquiètent plus, c'est celles qui ont un véritable agenda idéologique. Donc là, on va retrouver Peter Thiel avec Palantir, ouais. Elon Musk avec X-Corp, mais aussi des petites startups type Anduril, etc. Donc, c'est en fait OpenAI avec Altman et ChatGPT. Donc, c'est plutôt cette nouvelle génération d'infrastructures, parce que ce ne sont pas des boîtes aujourd'hui, ce sont des unités politiques à part entière, et qui ont des agendas politiques, géopolitiques, qui ont des visions du monde qui sont extrêmement claires, de plus en plus charpentées. Tu es en train de dire que, par exemple, des Google un peu... Maintenant, c'est old school, quoi. Non, c'est pas old school. Ce sont en fait des entreprises qui se sont complètement, disons, institutionnalisées. Donc, elles sont aujourd'hui propriétaires des principales infrastructures. Google, Alphabet, plus exactement, est très puissant. Zuckerberg, on le voit avec Meta, etc. Donc, c'est Microsoft, bien sûr. Donc, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis qu'ils sont davantage dans de la gestion de business très opportuniste. Ils n'ont pas aujourd'hui présenté un agenda idéologique, disons, complètement assumé et bien ficelé, si tu veux. Oui, comme Peter Thiel peut l'avoir fait. Alors, il se trouve que sur ce stream, on a beaucoup parlé de Peter Thiel, parce qu'on a fait, tu étais d'ailleurs à l'avant-première du documentaire qu'on a fait, et qui s'appelait Technofascisme, avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on est dans un technofascisme actuellement aux États-Unis ou pas ? Question qui reste ouverte, hein, on en avait discuté. Mais effectivement, on s'arrête beaucoup sur la personnalité de... Je te vois boire un petit coup comme ça. Je te grille. Mais bon, on s'était beaucoup arrêté sur la personnalité de Peter Thiel. Peter Thiel, donc, qui dirige... Ah oui, c'est vrai, ouais. Qui dirige plus, mais enfin, qui a fondé Non, il est toujours, en réalité, dans l'ombre, il est toujours très aux manettes. Hein. Mais aucun doute que c'est lui qui dirige derrière, mais enfin, il n'est plus le CEO de Palantir. Et pour le coup, société, clairement, qui bosse dans la surveillance, donc qui est vraiment dans l'utilisation de gigantesques bases de données pour faire de la surveillance. Oui. Et après, derrière, Peter Thiel, c'est quelqu'un qui a un agenda politique très clair. Oui. On peut l'appeler néo-réactionnaire, je sais pas. En tout cas, c'est un proche de Trump, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir là-dedans. Mais en tout cas... Ah, qu'est-ce qui se passe ? il y avait un petit problème avec la loi E20. On va pas non plus... on va pas... Voilà. Moins le E. Mais donc, du coup, c'est vrai que là, on est sur des sociétés d'un nouveau type, qui sont pas seulement des sociétés technologiques qui veulent faire du pognon et qui sont prêts à tout pour faire du pognon. C'est des sociétés où derrière, il y a une idéologie. Il y a des gens qui ont une idée de le monde dans lequel ils veulent qu'on vive. Oui. Ils en ont une idée précise. Oui. D'ailleurs, c'est pas exactement une idéologie. Alors, pourquoi ? Parce qu'une idéologie, d'un point de vue de la théorie politique, et ça, je reprends ma petite casquette de prof, c'est une idée que tu emmènes au bout de sa logique et qui finit par faire système. C'est le capital de Marx, c'est le communisme, le socialisme, le fascisme, le capitalisme, ce que tu veux toi. C'est-à-dire que ça fait système. Tout est embranché et donc ça fonctionne. C'est le propre d'une logique. C'est que quand tu l'emmènes jusqu'au bout, elle finit par tourner en rond. Et en effet... tout est embranché, dans ce système-là. Là, on n'en est pas encore là. Ils n'ont pas encore une idéologie au sens où tout n'est pas embranché dans leur vision. Là, on est davantage dans, précisément, une vision du monde, des idées, mais qui n'ont pas fini d'articuler autour d'une idéologie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tous les parallèles... En gros, tu penses qu'ils ne savent pas exactement où ils vont.
Non, si, mais ça ne fait toujours pas système. Je te donne un exemple. Quand Peter Thiel va te parler de l'apocalypse, de l'antéchrist ou de sa vision du monde, pour autant, il n'a pas réglé les problèmes de fiscalité, de revenus, de comment est-ce qu'il gère le 7 milliards d'individus qu'il va avoir sous sa botte, puisque c'est ça le rêve. Enfin, ça ne constitue toujours pas une idéologie. D'accord. Le discours sur l'idée ou le système autour de l'idée, quelle que soit cette idée. Donc ça, c'est quand même important de le dire. C'est encore un peu du patchwork, tu vois. Et mais d'ailleurs, pour reprendre juste les protagonistes dont on parle, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Peter Thiel, mais on peut avoir aussi quelqu'un comme Elon Musk. Bien sûr. Quelque part, même s'il est moins idéologue, il n'a pas écrit des bouquins, Elon Musk, qui explique sa pensée politique, contrairement à Peter Thiel. Mais quand même, c'est des gens qui ont cette idée que l'État, il faut s'en débarrasser parce que ça marche pas, et que donc on devrait avoir une société dirigée quelque part par eux. C'est-à-dire, eux, ils sont plus intelligents, ils ont de l'argent, ils ont des solutions techniques à tous nos problèmes, et donc il faut arrêter de passer par cet État bureaucratique qui sert à rien, et ils veulent gérer eux-mêmes, parce que ce serait plus efficace finalement. Oui, alors il y a la question de l'efficacité, il y a aussi l'obsession chez un peu Musk, même s'il n'a pas beaucoup pris la parole là-dessus, mais surtout Peter Thiel. Mais d'ailleurs, dans une interview au New York Times de Peter Thiel, il a fait état de ses conversations récentes avec Elon Musk. Donc, on pourrait dire qu'ils pensent la même chose. Et ils sont obsédés par l'idée de la stagnation. C'est ça, en fait, le truc. Si on prend les choses un peu à froid, tu vois. Donc, si on met de côté l'hystérie, le commentaire, le bruit, c'est des psychopathes, des fachos, des je ne sais quoi, des ma grand-mère, etc. Oui, parce que c'est pas très utile, en fait. C'est pas très utile. Contre-productif. Moi, je me mets même en porte-à-faux de ça. D'ailleurs, je commence mon livre en disant, est-ce que c'est du fascisme? Oui, non, jusqu'où? Qu'est-ce que ça raconte exactement? Et d'ailleurs, c'est pas eux. Sur la question fasciste, c'est pas eux. C'est davantage... potentiellement un simulacre de Trump, mais eux, ce qu'ils proposent comme vision est beaucoup plus, d'ailleurs, dangereuse, en réalité, parce qu'elle est beaucoup plus totalitaire, mais on y reviendra peut-être. Mais du coup, il y en a qui disent qu'il y a des idéologues quand même derrière, parce qu'il y a quelqu'un qui mentionne Curtis Yarvin. Curtis Yarvin, c'est un vrai idéologue. Non. Même si, bon, c'est vrai que... Il est faible, mais... Oui, je sais pas si sa pensée est d'une cohérence parfaite. Non, il a épais des contresens à peu près à tous les étages. Alors, attendez, parce qu'on reprend par petits bouts, comme ça, on perd pas le fil. Son côté prof, ça, vas-y, reprends par petits bouts, explique-nous, vas-y. Mais du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. Non, on se demandait s'il y avait une vraie idéologie construite autour de Curtis Yarvin, qui est une figure importante. J'arrive à Curtis Yarvin. Ouais. Mais l'obsession d'un Peter Thiel, par exemple, c'est la question de la stagnation. C'est là où j'en étais. La stagnation. C'est-à-dire qu'ils sont absolument convaincus que le système que l'on a construit, c'est-à-dire la démocratie dite libérale, c'est ça en fait le problème qu'ils ont. Ils sont anti-démocratiques parce qu'ils ont estimé que c'était... D'une part, et ça c'est un peu les écrits de Peter Thiel en 2009 dans son blog Cato, là, c'est de dire... Cato, c'est le nom du blog. C'est de dire... la démocratie, en fait, c'est très Ayn Rand. C'est cette philosophe libertarienne du début du XXe siècle qui est un peu une des fondatrices, d'ailleurs, de tous ces... Enfin, une des plus grandes inspiratrices de tous ces gourous de la tech-là, Sam Altman, Musk, Thiel, etc. Et donc, il part du principe que la démocratie, c'est une forme de pression ou de dictature de la moyenne, des averages, des médiocres. Des médiocres, ouais. Nous, tu vois. Et donc, en fait, ils sont en apesanteur, on les alourdit beaucoup. Et quand je dis ça de façon un peu provocatrice, c'est en fait tout l'état de droit qu'on a construit autour des contre-pouvoirs, des réglementations, des limites, de vérifier les procédures, tu vois, de vérification avant de lancer tel ou tel projet, telle ou telle expérience. Tout ça, ils estiment que ce sont des freins à leur, en fait, projet, progrès. Ils ne parlent d'ailleurs jamais d'innovation. Il parle de progrès. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est une différence majeure. Les mots et les définitions sont très importants. Je sens que ça va être une émission... T'as même un lexique à la fin avec plein de mots dont très on en parlera. Très important, les définitions. Mais d'ailleurs, c'est pour rétablir un peu Orwell et pour ne pas finir dans un monde complètement orwellien. Mais, t'as vu qu'Orwell, il est juste derrière moi? Ouais, je l'ai vu. Et puis je l'adore. Il est trop beau, Georges. Enfin, il est juste là, ouais. Quelle est la différence entre innovation et progrès? L'innovation, c'est simplement la notion de progrès, mais complètement dévitalisée de sa notion politique. C'est-à-dire que ça peut être incrémental ou de rupture, mais tu vas avoir un projet, une technologie, une habitude, un usage, peu importe, qui va venir apporter quelque chose de nouveau. Mais tu n'as
aucune, si tu veux, dimension politique. Les conséquences, les impacts, les causes, etc. La notion de progrès, elle, est une notion davantage de philosophie politique ou de théorie politique. Le progrès, c'est toujours la question de se dire, il est censé apporter un mieux ou un meilleur. Mais la question, c'est lequel ? Parce que une fois qu'on a dit progrès, on n'a encore rien dit. Est-ce que c'est un progrès technologique, social, de la connaissance, de la justice ? De quel progrès parle-t-on ? Oui, mais eux, ils ont vraiment l'impression qu'ils nous apportent un progrès global. C'est-à-dire, c'est pas seulement une innovation au sens, c'est un petit outil pour vous faciliter la vie. Ils pensent vraiment que... Non, Peter Thiel, pas du tout. Peter Thiel parle du progrès technologique et il parle d'ailleurs, il le dit très clairement, il dit que l'IA pour l'instant c'est peanuts et qu'il est extrêmement déçu des apports de l'IA parce que, et de ce point de vue-là d'ailleurs... Dans la société technocratique qu'ils imaginent où eux seraient à la tête comme des sortes de tsars techno, ils pensent vraiment que ça serait un progrès social parce qu'ils pensent qu'en fait, ils n'arrêtent pas de le dire, que eux régleraient les problèmes en 2 secondes. Là où les bureaucrates ne comprennent rien, ils mettent des années à trouver des solutions. Eux qui sont tous sortis des meilleures écoles américaines, qui sont appuyés sur les meilleurs techniciens, ils trouveraient des solutions à tout très rapidement. On a vu Musk, c'est vraiment son truc. C'est de dire, mais donnez-moi les États-Unis et moi je vais les régler les problèmes. Sauf que Doge, ça a été un sacré... Après, dans la réalité, ça marche pas comme ça. Alors, mais juste sur Peter Thiel, donc il parle du progrès technologique. Et donc, son obsession, c'est l'obsession de la stagnation. Ce qui m'amène à la question des idéologues qui sont derrière. Donc, vous allez avoir cette idée qui est de plus en plus aujourd'hui prégnante dans la Silicon Valley, enfin, ce qu'il en reste d'ailleurs de la Silicon Valley, c'est l'accélérationnisme. L'accélérationnisme technologique, en tout cas, c'est l'idée de dire le système ne fonctionnant plus exactement très bien, toutes ces innovations, genre l'IA, etc., ou les IA, n'ont pas été aujourd'hui vecteurs ou vectrices d'un très grand progrès, genre la santé publique, les vaccins, etc. Donc il faut qu'on accélère. Le système, en gros, ne fonctionne plus, n'est plus efficace, et donc il faut l'accélérer jusqu'à son point de rupture. Bam, le choc. Mais comment t'appelles ça ? L'accélérationnisme. Voilà, c'est ça. Ouais. Technologique. Mais derrière, en fait, en termes de filiation, puisque nous avons des experts avec nous, c'est Nick Land, à la fin des années 90, qui a monté quand même ce courant. Puis après, il y a eu un schisme entre l'accélérationnisme dit de gauche, c'est-à-dire, en effet, emmener le système à un point de rupture pour un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus de gauche. Là, on ne sait pas celui-là qui a été choisi. Non, et celui qui a gagné, c'est celui de Nick Land, qui a fini complètement allumé, qui est un accélérationnisme néo-réactionnaire. Et c'est par là qu'on va retrouver un embranchement avec les Dark Enlightenment, les lumières sombres, et donc avec Curtis Yarvin. D'accord. Alors, on va prendre quelques questions quand même, parce qu'il y a beaucoup... Comme je t'ai dit, c'est les gens avec qui on discute là, c'est des gens avec qui on a suivi ce long travail qu'on a fait sur le documentaire. Je l'ai fait en direct chaque semaine avec eux. Je leur disais, regardez les livres. C'est les mêmes ? C'est la même communauté avec qui on a discuté. Je leur disais, regardez, D'ailleurs, il y avait quelques personnes qui étaient là à la soirée de présentation du documentaire. Ils étaient là, ils t'ont vu. Et donc, ils ont suivi toutes les étapes d'interrogation que j'avais, moi, sur ce monde et tout. Et donc, il y a des gens qui connaissent quand même très bien le sujet. Je te lis quelques commentaires. Quelques insultes, oui. Alors, non, il n'y a pas d'insultes en plus. Alors, c'est très zen. Alors, ici, tu es en totale zénitude. Parce que moi, je suis un peu à cran. Ah non, tu es en totale zénitude. Ne t'inquiète pas, Asma, vraiment. C'est tu peux être tranquille. Non seulement ici, c'est zen, mais en plus, de toute façon, il y a des modos, c'est-à-dire des gens qui, si jamais il y avait quelqu'un de méchant qui arrivait pour dire tellement c'est pas mon truc et j'ai pas envie de me fâcher, j'ai pas envie de gueuler, tu vois, tranquille. Ah, cool. Donc il sera expulsé rapidement, tu peux être tranquille, donc ne t'inquiète pas de ça. Alors il y a Babar qui oui, alors par contre les noms sont pas forcément des vrais noms, donc c'est Babar le Vert qui dit bonsoir Julien et bonsoir Asma. Est-ce que en soi c'est mauvais, alors parce que j'arrive pas à scroller sur le truc, est-ce que en soi c'est mauvais une idéologie ou tout au moins un agenda politique? Je suis désolé, j'arrive pas à voir tout le truc parce que... T'arrives pas à voir sa question? Non, j'arrive pas à voir toute la question parce qu'elle a été épinglée, mais en fait sur mon ordi ça marche pas bien. Il se trouve que tous ces gens-là qui sont cités, on n'est pas d'accord avec leur projet politique, mais en soi, en avoir un, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ah, ce que je comprends, parce qu'il me manque un bout, c'est Nita qui pose la question, c'est qu'en fait, finalement on dit oui, mais ces mecs-là, ils ont un projet politique, mais quelque part tu te dis... Est-ce que c'est mieux d'avoir des gens qui pensent qu'à faire de l'argent et en gros peut-être des Zuckerberg de l'origine, c'est-à-dire prêts à tout pour faire de l'argent, prêts à marcher sur tout le monde, à écraser tout le monde pour faire des sous, ou alors d'avoir des gens qui finalement se disent
comme je suis un milliardaire et que je sais faire des choses, bah, peut-être que j'ai un projet politique et j'essaye quelque part de faire ma part. Dans l'histoire, il y a eu plein de milliardaires qui en fait se sont dit je vais essayer de rendre ce monde meilleur. Bon, on pense à la façon dont, par exemple, Bill Gates faisait. Et lui, il s'est dit je vais mettre une grande partie de ma fortune au service de projets pour l'éducation, pour la vaccination. Donc ça, c'est pas forcément à condamner. Ce qui est à condamner, on n'est pas là pour condamner d'ailleurs, mais ce qui est à réaliser, c'est que certains, ils ont un projet politique, mais c'est un projet politique qui est réactionnaire et dangereux. Oui. Alors, et puis par ailleurs, l'exemple de Bill Gates, non, c'est un système d'ailleurs de fiscalité, de philanthropie. D'abord, c'est pas la même chose. Il n'avait pas vocation à dicter ce que devait être une démocratie, vos droits, vos devoirs, matrixer l'État, je dis bien matrixer l'État, etc. Donc, c'est vraiment... la comparaison a vite des limites. Non, là, ce qui est... Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que prévu, d'ailleurs. Que ce que même Babar, je crois, pense. Alors, c'est Nita qui l'a posé, là. C'est Nita. Elle est très intéressante parce qu'en fait, je vais essayer de la déplacer avec leur permission. Avoir un projet ou avoir des idées ou avoir une vision sur le monde, enfin, c'est ce que je passe mon temps à dire, c'est-à-dire penser par vous-même, et une vision du monde, une conviction. C'est ce que je dis à mes étudiants. Mes étudiants ne sont jamais évalués, par exemple, sur des dissertes et des machins. Ils sont évalués sur un moment donné. Ils viennent devant moi et ils me présentent, au bout d'un semestre, ce qu'ils ont pensé. Quelle est leur opinion d'une question donnée sur le monde. Et ça doit être très personnel et très tribal. Je m'en fous d'avoir de la théorie ou d'avoir une dissertation bien construite en thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est la mort de la pensée. Donc, je suis la première à dire, bien sûr, qu'il faut penser des choses. Maintenant, le problème, c'est la question de l'asymétrie des pouvoirs et du déséquilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui, quand même, véhiculent des idées qui sont en train de devenir de plus en plus antinomiques à une forme de vivre ensemble, disons, qui aujourd'hui... C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que, regarde, je pense que tu en as fait beaucoup, comme l'algorithme de X, ce que fait Elon Musk en termes de désinfo, en termes d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie. De suppression des idées qui ne sont pas les siennes. Et puis, dans la vie réelle, il a quand même pris la parole au rassemblement de Londres après l'assassinat de Cœur pour dire combattre ou mourir. Donc, ce sont des appels quasi insurrectionnels. Donc, ils sont... Puis ils sont de salut nazi à peine caché. Voilà. Bon, oui. La tronçonneuse avec Milei. Donc, ils sont en train de jouer quand même avec le feu, sans en avoir d'ailleurs pleinement conscience. Ça, c'est pour Musk. Et puis aujourd'hui, Peter Thiel a quand même sorti une série de conférences à la rentrée sur l'antéchrist. L'antéchrist, donc c'est... En fait, d'une certaine façon, si je schématise, c'est nous. C'est-à-dire l'antéchrist dans sa vision à lui. L'antéchrist dans la Bible ou dans l'eschatologie, c'est... Vous savez, cette créature ou cet être qui viendra... annonciateur, si tu veux, de la fin du monde. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est à combattre dans la pensée chrétienne, ouais. Dans la pensée chrétienne, dans ce récit. Et donc remasterisé par Peter Thiel, l'antéchrist, ce serait nous. C'est-à-dire nous, qu'est-ce que j'entends par là ? Nous, on est l'antéchrist pour... Non, pas nous, mais je fais ça vite, rapide. Nous, c'est qui ? C'est en fait la volonté qu'on aurait d'avoir une espèce de gouvernement mondial ou d'institution multilatérale qui, justement, aurait un droit de regard sur ces technologies, sur l'IA, qui mettrait des limites, qui ferait de la régulation. C'est aussi toutes les limites, par exemple, climatiques. Par exemple, une meuf qui serait... C'est la démocratie, quoi. L'antéchrist, en gros. Et le fait de penser que le peuple, au niveau national ou au niveau international. Puisse vraiment international. Ils ont peur de ça, d'une sorte de... L'ONU, c'est ce qu'ils imaginent de pire pour eux. Oui, mais ça va, l'ONU, parce que c'est tellement inefficace. Exactement. Mais vraiment, l'antéchrist, dans sa vision du monde, c'est cette institution ou cette modération, disons, globale qu'on oserait mettre pour justement freiner ces technologies-là, puisqu'il est obsédé par cette idée de stagnation, et c'est là où tout ça fait système, en réalité. Et une meuf comme Greta Thunberg, pour lui, est un antéchrist possible, par exemple. Il la cite, hein. Il la cite, mais pas avec le terme d'antéchrist, quand même. Je pense que récemment, il l'a fait, hein. À vérifier, mais je crois qu'il l'a fait. Vous pouvez vérifier, les amis, si est-ce qu'il a mentionné Greta Thunberg comme un antéchrist possible. Parce que tu peux utiliser le nom d'une personne comme un antéchrist. Ils font ce genre de choses. Je pense que dans ces conférences là, non, mais c'est possible. Parce que c'était dans justement en fait le Guardian en septembre a réussi à avoir quelques infos sur ces fameuses conférences qu'il a données. Et donc de toute façon Greta Thunberg est une de ses ennemies publiques numéro 1. Il la cite assez souvent comme étant le mal absolu. C'est fou, ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est la finitude du climat. Donc en fait, comme ils en ont strictement rien à foutre et que c'est une des limites genre physique, matérielle
à la technologie ou à leur progrès dit technologique. Donc ça semble assez logique. Non, mais il dit des trucs chelous, vraisemblablement. Il y a Gozima qui dit « Peter Thiel aurait dit, lors d'une conférence, l'intelligence artificielle, c'est communiste ». Mais ça veut rien dire. Non. Alors, sur la question de l'IA et communiste, toujours dans son délire de l'antéchrist et de machin, donc c'est assez drôle. Je veux pas me la raconter, d'accord ? Non. Tu ferais pas ça. Mais quand même, moi, ça. Mais vas-y. Mais quand même, je pense qu'il y a des gens qui sont plus qui sont plus en captation de l'ère du temps, de leur ère du temps que d'autres. Donc, quand j'ai écrit Technopolitique en février 24, donc il sort en février 24, et je parle de cette alliance Big Tech, Big State, qui est vraiment la nouvelle forme de pouvoir, et beaucoup m'ont moqué à ce moment-là, etc. Tu sais très bien de qui je parle et tout. Et puis, quelques mois plus tard, on a quoi ? Musk et Trump. Donc, le Technopole était absolument prémonitoire. Technopolitique, tu l'as écrit avant que Février Musk 24, et Trump se retrouvent sur le Big devant Tech, de la scène. C'est exactement tout ce que j'avais théorisé, donc je suis très heureuse d'avoir eu la preuve du concept. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que ce livre était devenu le playbook, mais réellement. C'est pour ça que du coup, je me suis permise d'écrire un deuxième après. Et dans mon deuxième, moi, je parle pas tellement de fascisme. Tu avais raison sur Greta et Antéchrist, je tiens à te le dire, voilà. parce que je suis là pour vérifier. Parce que tu m'as mis le doute à force d'insister. C'est comme ça que tu les cuisines ? C'est une déformation professionnelle. Je peux pas m'empêcher de vérifier ce que les gens racontent. Ouais, mais du coup, tu m'as mis un doute impossible. Je sais, mais donc tu as vrai. Voilà, cool. vrai. Vas-y, tu peux continuer. Je vais commencer à dire ce que j'ai pas halluciné. Cyberpunk sort le 19 septembre 25. Donc j'ai rendu mon... C'est celui-là. C'est le deuxième. C'est le nouveau. Et donc j'ai rendu mon manuscrit, vous pensez bien, en juin dernier, en fait. Et en septembre, donc quelques jours avant la sortie de mon livre, tu as l'interview une des interviews filmées qui est mise en ligne de Peter Thiel avec Ross Douthat du New York Times, où il donne justement ces trucs. Et dans Cyberpunk, j'essayais de comprendre si ce truc c'était du fascisme, oui, non, parce que tout le monde en parlait déjà. Puis j'étais pas très à l'aise avec l'idée de fascisme, et j'expliquerai pourquoi je suis pas du tout à l'aise avec ce concept. Et ce qui me semblait beaucoup plus intéressant, parce que je commençais en fait à le développer dans Technopole, en parlant du projet de technologie totale, c'est la question de la totalité, donc du totalitarisme potentiellement. Et de quoi qu'il parle, le Peter Thiel chez Douthat ? Du totalitarisme. Il dit en fait ce sont des technologies totalitaires. Nous entrons dans un monde totalitaire. Et le totalitarisme, c'est les Chinois. Donc vous devez accepter ce que nous faisons avec... Et c'est ce que va reprendre il y a quelques jours, la semaine dernière, Alex Karp, en disant les gars, soit vous acceptez Palantir et notre système de surveillance, et c'est le moindre mal, soit c'est la Chine qui gagne, et ça sera le système totalitaire. D'accord. Mais alors, du coup, en fait, ce qui est marrant, d'ailleurs, t'en parles beaucoup. Tu veux pas me reconnaître ça ? Non, mais c'est bien. Et pour le coup, là, ça me fait penser à un chapitre de ton livre où tu parles beaucoup de la relation avec la Chine. Et quand on est en France, on se rend pas compte à quel point, pour tous ces mecs-là... C'est l'obsession. C'est une obsession. Parce que nous, on n'a pas cette obsession, finalement, de la Chine, ou en tout cas, on l'avait pas jusqu'à récemment, parce que pour nous, en gros, il y avait l'espèce de grand frère américain qui était la surpuissance américaine. Nous, on a les Russes qui commencent à faire peur. Oui, nous on a un problème. On a un problème avec les Russes qui s'approchent, mais les Chinois nous paraissent très loin. Effectivement, on voit bien que d'un point de vue commercial, on est quand même niqué. Enfin, pardon. Et voilà, ils nous bouffent un peu. J'avais peur de dire fuck you, mais tu dis niqué, voilà. Mais ils commencent à nous bouffer un peu la laine sur le dos, et on voit bien que ça pose un problème maintenant. Mais les Chinois, on les voit pas comme l'espèce de grand danger pour l'avenir, alors que les Américains, et en particulier ces mecs-là, Trump, c'est clair, on le voit, mais c'est vrai aussi pour Thiel ou pour Musk. Le danger, c'est vraiment la Chine, parce que la Chine, c'est Musk, le grand qui a construit cette, orientation stratégique contre la Chine, c'est Eric Schmidt. Est-ce qu'on sait qui c'est Eric Schmidt ? Eric Schmidt, c'était l'ancien patron de Alphabet Google, qui, au moment de quitter, qui a monté un paquet de projets chez Google, plus ou moins confidentiels, comme Jigsaw, etc. Et Eric Schmidt... Ensuite, a lancé en 2022 un think tank à Washington qui a comme objectif précisément d'évangéliser l'ensemble des décideurs politiques américains, le Sénat, le Congrès, etc., sur cette histoire de rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine autour des IA et notamment la question militaire. Et c'est vraiment lui, avec ce think tank-là, qui va travailler beaucoup la question de la course à l'armement technologique contre la Chine.
en parlant de cette, disons, rivalité qui devient... C'est quelqu'un qui était chez Google à l'époque. C'est le patron Eric Schmidt. C'était non, mais Eric Schmidt, c'est le patron de Google à l'époque. Ce fut le patron de Google. Mais tu veux dire que c'est pas quelque chose qui est arrivé avec Peter Thiel ou avec Elon Musk, c'est vraiment c'est ancien. Marc Andreessen aussi qui s'y est mis depuis récemment, qui est un grand argentier. Mais ce qui est bizarre dans ce que tu dis... Non, et c'est lui qui a commencé en réalité, c'est Obama. C'est la stratégie pivot de 2011. D'accord. Oui, mais ce qui a changé, je trouve... Alors déjà, il faut réaliser à quel point pour eux, c'est une obsession la Chine, ce qui n'est pas notre obsession, mais eux, c'est une obsession. C'est normal. Et après, il y a du coup un rapport très ambigu maintenant, je trouve, avec la Chine, qui est, et tu le dis bien dans ton livre, qu'à la fois, ils disent c'est un système totalitaire, quelque part, c'est l'antéchrist ou c'est le grand... L'antéchrist, c'est la gouvernance globale qui mettrait des limites à leur génie. La Chine est le grand méchant, mais en même temps... Ils nous disent que finalement, s'ils vont plus vite que les Américains ou plus vite que nous, les Européens, c'est parce qu'ils ont accepté, les Chinois, de se passer de tout blocage démocratique. Ah oui. Donc, et finalement, ils te disent que c'est à la fois l'ennemi, mais en même temps, on sent que ça les fait rêver de se dire un État qui est tout puissant, qui peut faire ce qu'il veut, et il n'y a plus ces cons de citoyens là qui servent à rien, qui passent. Alors que nous, on veut juste qu'ils nous filent leur pognon et leur cerveau et basta, et ça serait parfait. Ouais. Ça, c'est exactement ce que dit Alex Karp, qui est donc le patron, le CEO, donc, et le gars très opérationnel de Palantir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que là où Peter Thiel, aujourd'hui, c'est un peu le théoricien du truc, Alex Karp est juste en train de mettre en œuvre le discours de Peter Thiel dans les faits. Et tous les contrats qui ont été récupérés auprès du Pentagone encore récemment, je veux dire, ICE, etc., Doge vont chez Palantir. Et avec un décret d'ailleurs de Donald Trump qui va arriver assez vite, à vérifier, mais je crois que c'était en mars dernier, en disant on va désiloter, on va permettre le croisement de data. Et qui surtraite ça, qui est en gestion de ces data-là et de ces croisements de données des citoyens américains, de données sensibles, sécu, fiscalité, etc., c'est Palantir, entre autres. Et surtout, entre autres, pas que. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est pas parce que là je les vois moi les trucs, ah oui mais on s'en fout, pourquoi pas, mais c'est pas si grave, et de toute façon ils ont déjà nos données, et puis après tout voilà, c'est pas ça le sujet c'est pas on a déjà les datas et puis le croisement ça va rien changer, c'est que aujourd'hui ça va, tu es un citoyen lambda sous le radar, tu poses pas de problème, demain pour XY raison ta gueule leur revient pas, tu es ciblé mais direct. En fait, ce sont des énormes systèmes de fichage. Énormes, et à échelle industrielle. Et c'est aujourd'hui Palantir qui suit. Et on va en parler parce qu'on a fait une enquête pour montrer que la DGSI utilise Palantir et que pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que les Français travaillent avec Palantir. Tu veux qu'on en parle? Alors, juste non, parce que je voulais prendre une question là. Il y a Elia Xir qui pose une question, plutôt une affirmation question. J'ai d'ailleurs une question sur le sujet du mot totalitaire. Oui. Dans Cyberpunk, pardon, si je vais engueuler, vous parlez de technologie totalitaire et de technologie totalisante. Je ne pense pas avoir bien saisi la différence. Pourriez-vous l'expliciter? Ah, merci. Ça, c'est beau, c'est quelqu'un qui a vraiment lu ton bouquin. Ah, t'aimes ça? Bravo. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Elia Xir, tu peux nous dire si t'es une fille ou un garçon, je sais pas. Elle va nous dire? Elle va nous dire, mais en attendant, tu peux commencer à répondre. J'ai eu l'impression que du coup c'était une fille, alors que c'est complètement... J'aurais dit une fille, mais je peux me tromper, j'en sais rien. Alors, totalisant, parce que, en fait, c'est une question de gradation. C'est une fille. Tu l'as senti, quoi. D'accord, c'est une fille. Mais comme je sens l'air du temps. C'est des capteurs tu sens trop, t'as trop des antennes. Pour la blague. Non. C'est un bouquin sur l'astrologie, je l'ai mis juste pour toi. J'adore, attends, je l'ai mis juste pour toi. J'adore. Non, je veux pas te disrupter, on en parlera plus tard. Mais je l'ai mis juste pour toi. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure j'ai mis ce bouquin sur l'astrologie, c'est improbable. Mais bon, bref, vas-y, continue. La question était intéressante, c'est la différence entre technologie totalitaire et technologie totalisante. Pourquoi je fais la différence? C'est juste une question de gradation, donc de prudence. Aujourd'hui, ce serait très abusé de ma part de dire nous sommes dans un monde totalitaire. Nous sommes encore dans la constitution, potentiellement, si on ne réagit pas, de ce monde-là. Mais on est encore dans le test and learn. Doge, c'est le test and learn de ça. Doge, cette agence d'efficience gouvernementale qui a été montée en janvier par Trump, Musk et les nerds autour de eux, avec beaucoup de conneries, beaucoup d'erreurs, etc. Donc, on en est encore, si vous voulez, aux prémices. En revanche, totalisante, parce que nous sommes à l'étape qui est juste avant. Donc, totalisante, c'est-à-dire, elles ont le potentiel, si on n'y prend pas garde, de vriller totalement vers quelque chose d'assez radicalement totalitaire. C'est l'étape
C'est l'étape suivante, en fait. Dans le processus. Oui, tu veux pas jouer l'espèce de Cassandre qui passe son temps, ou Pierre et Leloup, à dire toujours ça y est, c'est le fascisme, c'est le totalitarisme. Tu préfères dire que voilà, on en est on est là, et si on se réveille pas, on va arriver là. Ce que je te propose, c'est Cronambule qui s'étonne que tu sois fan d'astrologie. Je peux en dire un mot ou pas? Ça va vous faire marrer. Moi, je vous cache pas que je sais plus, je crois que c'était un soir où on a mangé ensemble et elle a commencé à me dire, Asma, tu voulais me dire... Ton thème astral. Mon thème astral, c'est ça. Le truc, moi, ça me viendrait même pas à l'idée. Mais c'est pas ça, c'est que toi, t'es un signe d'eau et que moi, je suis un signe de feu. Et je m'étonnais. Mais vous entendez ça, quoi. Signe d'eau, signe de feu. Moi, je suis le mec le plus rationaliste de cette planète. Et je t'ai même montré. Il n'y a pas moyen que je pense à ça. Et on a même regardé une vidéo sur YouTube de la meuf qui t'a tout sorti vrai. Non, je veux même pas ouvrir le sujet de l'astrologie. Je veux même pas ouvrir ça. Sachez juste qu'en tout cas, il y a un petit bouquin d'astrologie. C'était juste non, pour et la rigoler. question, et quand même la question, parce que comme on est entre potes là, non mais la question c'était aussi de dire, entre un signe feu et un signe eau, qui gagne? Quel est l'élément? À la bagarre, tu veux dire? Franchement, moi j'ai toujours envie de savoir. Moi, je suis quoi déjà? Toi, t'es eau. C'est l'eau. Ça éteint le feu direct. Toi, t'es cancer, toi. D'accord. Toi, t'es cancer, t'es en juillet. Moi, je suis un crabe. Voilà, donc t'es un crabe, donc t'es un signe d'eau. Toi, t'es quoi du coup? Moi, je suis bélier, je suis signe feu. Mais le crabe, il fume le bélier, c'est connu. Il y a des livres évidemment là-dessus. non, c'est le feu qui. Évidemment non, c'est le feu qui. Je monte sur ton dos, je t'écrase la tête, t'es fini. Votez, à votre avis, c'est qui le plus fort? C'est le crabe ou le bélier? C'est le feu ou l'eau? Crabe ou bélier, quoi? C'est pas crabe, c'est cancer. On peut se faire un petit. Mais revenons à nos moutons. Parce après, tu vas plus être crédit. Ils vont dire, mais elle me fait croire en l'astrologie. T'as une communauté. Je suis humaine, hein, je fais caca comme tout le monde. C'est bien de le savoir. Merci. Dans Pokémon. Tu vois pourquoi je suis pas une académique? J'ai un argument de choix. Dans Pokémon, c'est l'eau qui gagne. Il ment. Voilà. Dans Pokémon, c'est l'eau qui gagne. Et fuck you. Là, tu as le droit de me dire fuck you. C'est bien, merci. Non, mais c'est parce je rappelle que c'est l'interview vrai, fake ou fuck you. Tu peux y aller. Ils sont en train de te lécher les bottes. Mais non, pas du tout. C'est factuel. C'est pas factuel. Pokémon, c'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. Bref. Ils connaissent très très bien le truc. Alors, Carapuce bat Bulbizarre. Alors là, je crois que c'est très pointu. On va pas suivre, mais je pense que, en tout cas, c'est assez. Enfin, il y a pas de débat. C'est unanime. C'est unanime. Il y a pas de débat. Tu laisses tomber. Allez, on revient maintenant à ton bouquin. Et alors, est-ce que je peux faire un petit passage par qui tu es toi? Ah, tu fais ce que tu veux, c'est chez toi ici. Je trouve que là, on va beaucoup parler de ce livre que moi j'ai beaucoup aimé, où tu poses vraiment des concepts. Ça me fait plaisir qu'il était plus. Oui, parce qu'en fait, parce que tu me l'as jamais dit. Parce que j'ai du mal avec les compliments d'une manière générale. Ouais, c'est clair. Mais en gros, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, moi, c'est un sujet que je connais quand même bien. Et je vais faire d'autres interviews plus tard. C'est une série qu'on lance, hein, donc il y aura d'autres interviewés. Et il y aura sûrement des gens avec qui je connaîtrais très mal le sujet. Et je vais me contenter de les regarder avec des yeux de poisson frits. Mais il se trouve que là, je connais le sujet pas mal. Et que les faits que tu cites, dans l'ensemble, à 80%, je savais de quoi tu parlais. J'ai pas découvert qui était Peter Thiel, le projet 2025. Dans l'ensemble, je connais. Mais ce qui est intéressant, c'est toi, tu prends ces faits qu'on connaît. Moi, c'est mon travail de journaliste de donner les faits. Tu vois, je donne les faits. Et après, il y a des gens... Ou alors, en tout cas, de donner les faits vérifiés, c'est mon boulot. Et ton boulot, après, il part de là, il va essayer de donner des concepts. Parce que moi, c'est complètement con ce que je raconte. Non, mais tu vas essayer de donner des concepts pour comprendre le monde dans lequel on est, qui n'est pas uniquement fait de faits. Oui, parce que toi, tu es journaliste et moi, je viens de la théorie politique. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas tout ça. Je navigue entre littérature, philo, théorie politique. C'est ça, en fait, mon univers. L'IA, j'en ai rien à foutre en soi. Bon. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton livre, c'est que ça t'éclaire sur des trucs, tu dis, tiens, quelque part, j'avais toutes les infos, et là, tu dis, mais en même temps, ce mot que tu poses dessus, et la façon dont tu le décris, ça me permet de mieux comprendre le monde dans lequel je suis. Donc, ça c'était... merci, Julien. Je trouve très réussi. Donc, voilà, je te remontre Cyberpunk. C'est cool. Ça me fait plaisir. C'est très chouette. Parce que tu sais, quand on écrit, c'est un travail très long, très solitaire. Tu mets tes tripes, t'as pas de retour. Enfin, t'es seul, en fait, face à tes pages. Mais c'est ça que je voulais dire. T'as un long passage sur la solitude de ce travail et autre chose qui est un peu plus personnel. Je sais pas si tu veux en parler. Et si tu veux pas en parler, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis fuck you. T'as totalement le droit de me dire fuck you. Mais il y a un petit moment quand même où, alors je vais pas te citer parce que je l'ai pas de tête, mais qu'en gros, tu parles de toi. J'ai oublié le mot, mais dans le livre, en gros, tu dis t'es hors souche. Voilà. Oui.
quand t'es une sorte de À française, la fin, ouais. t'es hors souche. Et cette idée que quelque part tu es une cible facile Oui. et que c'est aussi ça qui te fait réfléchir à Oui. peut-être au cyberharcèlement, au monde dans lequel on est, parce que tu te sens seul et un peu fragile face à des gens qui te stigmatisent forcément comme t'es pas du milieu universitaire, donc qui es-tu pour parler Puis oui, les gens qui vont dire t'es pas une française de souche, et ça tu l'entends aussi. Et quelque part, on essaie de décrédibiliser. Tout le temps. De te décrédibiliser en fait. Tout le temps, ça c'est un truc vraiment, et je le dis pas pour parler de moi, mais si jamais il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes d'ailleurs qui nous écoutent et qui veulent s'exprimer, avoir posé des idées, écrire, s'exprimer d'une façon ou d'une autre, sincèrement, n'hésitez jamais. Mais, et moi c'est ça qu'on m'avait pas forcément dit, c'est que quand tu exposes ta parole ou des idées publiquement, oui, l'ambiance est extrêmement malsaine. Et elle est doublée quand tu es une femme, que peut-être tu n'as pas le prénom à consonance qui va bien. On ne sait pas où te mettre dans la matrice, quoi. Et donc, forcément, tu es l'objet d'énormément de dénigrements, d'attaques. On essaie de décrédibiliser ton travail. Tu dis forcément n'importe quoi. Tu n'es forcément pas sérieux. Si tu passes à la télé, tu es un clown médiatique. Donc, bien sûr, tout ça, je le prends dans la... je l'ai beaucoup pris sur Technopole, aussi sur Cyberpunk, ça continue. Mais globalement, que répondre d'autre que par le travail, par surtout une indifférence. Mais ça dit quelque chose de la... En fait, ça ne dit rien de moi. Ça dit quelque chose de la société dans laquelle on est. Et moi, je le lis beaucoup. Je crois même que je t'en ai parlé une fois. Je le lis beaucoup. Je le lis dans le sens de lier. Je le lis beaucoup au déclassement de la France. C'est un pays qui se déclasse. C'est un pays qui se rabougrit. Qui se, comme ça, tu vois, qui se renferme sur lui-même. Ouais, mais tu penses pas qu'on pourrait avoir la même chose aux États-Unis? Parce que il y a une forme aussi peut-être de sexisme. Et honnêtement, quand tu vois, par exemple, ce qu'on appelle les tech bros. Oui. Les tech bros, c'est des misogynes. C'est des misogynes de ouf. complets. C'est-à-dire les Elon Musk, les Peter Thiel. Peter Thiel qui d'ailleurs est homosexuel, donc ce n'est pas une question d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Mais les Peter Thiel and co, c'est vraiment... des misogynes, quoi. Ouais. Donc, est-ce que... Alors oui, on est une société qui se rabougrit, d'après toi. Et donc, du coup, ce système... On n'aime pas les gens qui sortent du lot, on essaie de leur taper sur la tête. Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est si différent que ça aux États-Unis? Si toi, aux États-Unis, tu crois que tu aurais plus de possibilités et tu serais moins attaqué, tu penses, en ce moment, dans le monde? Je vais te dire un truc très con. Le semestre prochain, a priori, c'est des Américains qui m'ont appelé, c'est pas les Français. Pour enseigner. Oui, pour être très, très clair, tu vois. Donc, ceux qui ont vu un potentiel, un talent, quelque chose, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose. Moi, tout mon parcours n'a été à chaque fois, aide-moi, mais identifié ou aidé ou accompagné systématiquement plutôt par des Américains. Ouais, mais t'es très dur avec la France, je trouve, d'une manière générale. C'est-à-dire que quand on en parle, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on parle, t'as cette idée que on est en dehors du monde qui avance, quoi. Il y a cette idée qu'il y a un train et qu'on n'est pas dedans, quoi. Oui. Ouais. Et ça, j'assume complètement. Et plus on le dira, mieux on se portera. Mais ça, c'est pas un peu défaitiste? Parce que t'arrêtes pas de dire, il faut pas être défaitiste. Non, mais là, dire on est largué et finalement je pars aux États-Unis, c'est pas une défaite, ça? Non, je pars aux États-Unis parce que j'ai une carrière intellectuelle à construire et que c'est. Non, mais d'accord, mais que mon objet c'est les États-Unis. Donc, au nom de quoi je dirais non à une opportunité, disons, sur mon objet d'étude, c'est-à-dire l'Amérique. Maintenant, sur la question de la France en dehors du monde. Il se trouve que moi, ces dernières années, j'ai eu une énorme chance, et ça je le reconnais très volontiers, et d'ailleurs grâce à la France par ailleurs, parce que c'était tout notre réseau diplomatique, etc., de beaucoup voyager en Asie, en Amérique, etc., sincèrement. Et à chaque fois, tu vois, je n'en fais pas une vérité, mais c'est mon expérience. Et à chaque fois que j'ai été dans ces voyages, donc que je suis sortie de la France n'était pas dans les conversations. Elle n'était plus dans les cartes mentales. En Asie du Sud-Est, à Taïwan, aux États-Unis. L'Europe n'est plus le sujet depuis longtemps. L'Europe complètement, même pas la France. T'as l'impression qu'on pense qu'il y a plus... Aujourd'hui, ce qui structure la rivalité... Et en gros, la question qu'on se pose, elle est très très simple. Et après, je reviendrai sur la question du défaitisme. Non, c'est de se dire... Non, j'y reviendrai parce que ça, c'est très, très important. Parce que là, on revient sur mes premières amours qui sont la géopolitique ou les relations internationales. Mais la rivalité aujourd'hui, la question très basique qu'on va devoir... qu'on se pose,
qui est vraiment très bête comme question, c'est qui va façonner, si tu veux, le prochain ordre mondial. Qui va être le boss du prochain ordre mondial? Dans le starting block, tu en as 2, États-Unis ou Chine. Il n'y aura pas de la place pour 2. En gros, c'est ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aura un ordre à la 20e siècle. Tu peux très bien avoir une superpuissance, non pas une hyperpuissance, mais une superpuissance, et puis plein de petites puissances régionales. Alors, celles qui aujourd'hui se positionnent, c'est l'Inde, le Brésil, la Turquie, la Russie, puisque c'est ça qu'elle est en train de jouer, sa puissance régionale. Le problème de l'Europe, là-dedans, c'est que nous n'avons jamais construit cette entité politique justement comme une entité politique. On l'a construite, en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, traumatisée, pour essayer juste de ne plus s'en mettre plein la gueule. Et en fait, tout l'ordre global qu'on a construit à la deuxième moitié du XXe siècle, c'était d'abord un ordre américain sur la Pour arrêter de s'entretuer, quoi. De notre point de vue Mais à pas nous. pour créer une puissance commune. Nous n'avons pas créé d'Europe puissance, nous avons des discours sur la puissance. Et c'est pas la même chose. Nous avons des discours sur la souveraineté. C'est pas la même chose. Donc on fait des discours sur un objet, mais nous n'avons pas construit, si tu veux, la pratique ou la stratégie. Il y a Antoine qui dit un jeu, peut-on citer un homme ou une femme politique européenne de premier plan inspirant un projet de société? Grazie mille. Et c'est exactement ce que je dis. D'ailleurs, c'est le chapitre qui s'appelle le continent orphelin. Quand on parle, là, depuis le début qu'on a commencé ce Twitch, de qui on parle? Dis-moi, Julien, de qui on parle? Des ricains, évidemment. Ouais. Non, et de qui? Donne-moi de qui on parle. De qui est-ce qu'on a cité? Elon Musk, Peter Thiel, Donald Trump. Donc, on a cité quoi? Des mecs, des incarnations, des identités et des incarnations. Ce sont des mecs qui ont un nom, un visage et contre lequel ou pour lesquels on se positionne. On a Bernard Arnault quand même. Non, mais l'air de rien. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Évidemment, le luxe français reste quelque chose, même si voilà. Mais effectivement, on a raté ce virage depuis très longtemps de la puissance technologique et on sent bien qu'on n'est pas dans le bon train, quoi. Non. Après la question, je sais pas si on est dans un train, pas dans le train. Ça c'est toi qui, enfin c'est toi et vous les médias qui terminez là-dessus. Ça c'est fuck you. Ça sent le fuck you. Ça sent le moment où tu me dis fuck you. Ok, vas-y. Non, moi je chute pas comme ça. La chute du raisonnement, c'est pas du tout celle-ci chez moi. Vous avez compris, les amis, que moi, mais même dans ma vie personnelle, dans ma vie tout court, moi j'aime qu'on me dise les choses. C'est sujet, verbe, complément, c'est blanc, c'est noir, c'est comme ça. J'aime pas, je reste pas, peu importe. Mais j'ai besoin que les choses soient claires. Donc je n'aime pas qu'on tortille du... cul, hein, tu peux le dire, on va pas se faire straquer pour ça, vas-y. J'aime pas qu'on arrondisse les angles, j'aime pas qu'on se mente, je déteste ça. Donc, je dis les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de devenir périphérique? Est-ce que la France est en train de se périphériser dans le monde? Là, il me semble assez évident que la réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité? Je n'en sais rien. Tout va dépendre de nous, en fait. Il n'y a pas de vérité. L'avenir, c'est une boîte noire. Enfin, on peut la construire. Et donc, les deux options qu'on a quand on est Europe aujourd'hui dans ce nouveau... disons, échiquier politique et géopolitique, elle est très simple. C'est soit on continue à poser le discours de l'Europe puissance, à ce moment-là, il va falloir la construire, c'est-à-dire il nous faut une vraie stratégie techno-industrielle. C'est quoi nos stratégies de niche? Où est-ce qu'on s'insère? Stratégie industrielle, c'est pas tout le bullshit qu'on a, d'après moi, en ce moment sur il nous faut un Google, il nous faut le Airbus du numérique, il nous faut la plateforme. C'est pas œil pour œil. Tous ces virages-là, on les a ratés. C'est imaginer le virage d'après qu'on... En fait, mais on a déjà des chaînes stratégiques qui sont très clairement identifiées et sur lesquelles on peut soit être meilleur, parce qu'on n'est pas trop mauvais, le cyber, soit parce qu'on a le coup d'après potentiellement qu'on peut jouer, le quantique, le post-quantique, ou d'ailleurs des cas applicatifs. C'est pas l'IA en soi, mais l'IA appliquée à la santé, par exemple. On pourrait être très bon là-dedans. Donc, si tu prends quelques filières stratégiques et tu mets tout là-dedans, et par ailleurs, en supportant et en soutenant nos labos, nos recherches, DeepSeek, on l'avait au CEA de Saclay, je l'ai vu. Donc, pourquoi est-ce que DeepSeek, cette IA générative chinoise, pourquoi elle n'était pas européenne? C'est une question politique majeure, tu vois, et je la pose en ces termes. Donc, soit on appose un discours de l'Europe puissance, mais on s'y met très sérieusement, et après, tu as tous les sujets de la défense et de l'Europe défense, soit tu te dis, nous, on n'a pas envie de jouer à ça. C'est possible, hein. C'est-à-dire qu'entre États-Unis, Chine, tout ce bordel, on n'a pas envie de jouer à ça, on n'a pas envie de jouer la carte puissance. Et à ce moment-là, on peut très bien construire... comme, tu sais, moi, je viens d'un ancien protectorat français. Donc moi, les réflexes décolonisés, je les connais par cœur.
Mon grand-père était un grand résistant, etc., leader du mouvement indépendantiste. Donc, je vois très bien ce qui est en train de se passer au niveau européen et français en particulier. Donc, je retrouve des réflexes que nous avions, nous, dans nos... Mais du coup, c'est quoi l'autre donc, possibilité? Tu sais ce qui s'est passé dans les années 50 ? Ça a été, en fait, le mouvement des non-alignés. C'est de se dire, OK, on va construire notre indépendance, on ne veut plus du joug de puissance externe, mais on va construire une autre diplomatie possible. Oui, mais ça... Et ça, c'est possible, on peut le faire. Mais oui. Mais le problème, non, mais si à chaque fois on dit on fera jamais rien. Le fait de se non-aligner, c'est-à-dire en gros à l'époque les non-alignés, c'était de dire on n'est ni aligné sur les États-Unis ni sur l'Union soviétique. Ouais. D'accord. Mais là où c'est très compliqué, c'est que par exemple on est une économie globalisée où on s'échange des choses, etc. Elle se découple de plus en plus. Et le problème, le problème c'est que si on a raté le premier tournant des années 90, les Google qui se créent, on a raté le deuxième tournant de l'intelligence artificielle, je sais pas ce qu'on va donner sur le quantique, mais à force de rater les tournants, si nous on se replie sur nous-mêmes, on est foutu. Donc après, est-ce que la question c'est est-ce qu'on va accepter d'être vassalisé en disant bon bah de toute façon on sera un marché pour ces gens-là, c'est qu'en fait on devient, et d'ailleurs tu le dis dans ton livre, on devient finalement uniquement un marché, et les individus, surtout au niveau européen où on compte pas, on est là pour dépenser notre argent dans leur technologie, on est des cerveaux disponibles, voilà, et c'est ce qu'on est en train de devenir, des sortes de moutons tondus et produits en plus, et reproduits dans une sorte de ferme à moutons par ces Musk, etc. quoi. C'est un peu ça. Et on peut pas du coup, est-ce qu'on peut s'en sortir si nous on développe pas une tech puissante et on se... Mais c'est quoi une tech puissante ? Ne serait-ce que, par exemple, l'IA, on n'a pas de géant de l'IA, et qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? On sent bien que, tu l'as dit, c'est pour ça que je dis c'est une question industrielle. C'est pas du tout une question de les géants de la tech, c'est pas une question de discours. C'est pas d'aller au Peace Paris Forum et faire un discours. C'est, elle est où? Je vais poser les choses. Elle est où la feuille de route industrielle? Et c'est pas, moi ça fait des années qu'on me demande des notes, des machins, etc. Tu veux dire, l'État te demande et ça fait des années que je raconte la même chose. Où est la stratégie? Elle est où la feuille de route? Tu sais, moi j'ai un ancien passé de consultante et de banquière et de machin. Où est la feuille de route? C'est-à-dire la France dans 30 ans. Et c'est très faux de dire, en tout cas moi c'est pas du tout mon école, de dire oui, comme ce sont des technologies qui évoluent très vite et qui sont volatiles, ça sert à rien de faire des plans. Bien sûr que ça sert. De Gaulle, il faisait quoi? Ils sont tous en train de se prévaloir d'être des De Gaulle. Mais De Gaulle, il avait une vision, et deux, il avait du courage. Le courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas renoncer et que ta population est suffisamment aware des sujets pour accepter le prix à payer du renoncement. Tu nous as fait une Jean-Claude Van Damme avec ton awareness. Mais j'ai un exemple que je trouve assez marrant, parce que c'était dans l'émission de la semaine dernière, on a bossé sur l'exemple de Sanofi. Et tu sais, parce qu'à un moment, l'État s'est dit, waouh, on n'a pas d'entreprise dans des secteurs qui sont importants, on est en train de se faire damer le pion par les Américains, il faut qu'on soutienne la recherche et l'innovation. Parce que dans Sanofi, Sanofi, c'est de la recherche médicale et c'est des médicaments, quoi. Non, mais c'est quoi de nationalité? C'est européen? C'est français. Oui, voilà. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aide nos fleurons industriels à se développer et à être concurrentiels. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, tiens, on va lancer, en gros, des crédits d'impôt. Donc, c'était la période des crédits d'impôt. On a balancé du crédit d'impôt à tout le monde en disant, c'est du crédit d'impôt recherche, les gars. Donc, avec l'argent c'est pas qu'on vous donne, mais qu'on vous prend pas parce que vous faites des crédits d'impôt, mais cet argent, c'est des crédits d'impôt recherche. Sanofi, pas de problème. Super, les crédits d'impôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on s'est aperçu quoi? Parce que du coup, là, on a eu les résultats il y a une enquête parlementaire, et donc on a les résultats. Et en fait, on sait pas du tout ce qu'ils ont fait avec ces crédits d'impôt. Et quand tu regardes la stratégie qu'ils ont eue, le plus efficace pour eux, ça a été quoi? Ça a été d'acheter des petites startups de biotech aux États-Unis qui en fait avaient déjà fait le travail de recherche, et ils ont licencié ou supprimé des postes. Ils ont récupéré les brevets. Donc ils ont supprimé leur recherche en interne et ils sont allés chercher les brevets aux États-Unis. Ouais. Franchement. Ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en termes de politique industrielle, on est aux fraises. Aux fraises totales. Si on fait ça, ça ne tiendra pas longtemps. Parce que, Et surtout, ce qui est très intéressant dans le cas de Sanofi, parce qu'on a le même en fait sur les dimensions plus tech, c'est qu'une fois que tu récupères des deniers publics, la BPI ou je ne sais quoi, mais genre t'as zéro suivi, tu sais pas où est l'argent, qu'est-ce qu'il devient. Ah oui, non, on a bossé là-dessus. C'est un truc de fou. Donc, mais c'est notre fric, hein. Je ne veux pas faire de ma minute populiste, mais c'est juste notre blé. Non, ça révulse personne. Non seulement on est, comme tu dis, aux fraises, on n'a pas d'acteur technologique. Le fric, tu ne sais pas où il va. Enfin, qu'est-ce qu'il devient, plus exactement? On sait où il va. Il est saupoudré. Tu n'as aucune vision. Il y a une institution, moi, que j'aime beaucoup. À chaque fois, je la salue. D'ailleurs, je fais leur podcast la semaine prochaine.
La Cour des comptes. C'est quoi, vas-y. Les armées. Ah, Tu sais que moi, je les adore. t'adores les armées. D'accord, c'est le moment d'en parler. Et Franchement, pourquoi tu trouves qu'ils ont un fonctionnement différent que c'est quoi je le... les trouve géniaux. Alors, déjà, moi, quand ils m'appellent, c'est Asma, meuf, ils s'en foutent. C'est les idées. On travaille. Tu vois, c'est des gros bosseurs. C'est à peu près la seule institution qui tient à peu près debout, qui a posé des doctrines, notamment dans le cyber, qui sont vraiment bonnes. Sincèrement, tu vois, moi, tu disais déficit. Non, je suis pas sur du bashing débile. Je suis pas une idéologue en vrai. Il y a des choses qui ont super bien fonctionné chez nous. La filière cyber, elle fonctionne de ouf. Et encore, il faudrait... La cyber, c'est la cybersécurité, par exemple. Cyberdéfense. Et cybersécurité dans le volet civil. Sur le volet... Donc on est bon là-dedans. Tu veux dire que tout n'est pas acheté. Ouais. Il faut le dire. On a eu, sur la partie plus informationnelle, la Viginum essaie de faire aussi un travail de... Comment dire, parce que j'ai pas le droit aux anglicismes, mais d'évangélisation ou de... Non, t'avais pas le droit de sonner comme Jean-Claude Van Damme. Mais après, tu peux faire des anglicismes. Mais quand tu dis ça me fait tout de suite penser à... Ouais. Enfin, donc, il ne se passe pas rien. Et l'institution armée, moi, je trouve que c'est une belle institution parce que, déjà, elle a des petits sujets d'urgence parce qu'on est entré en plein dans les conflictualités cyber hybrides, etc. Donc, elles ont été forcées, si tu veux, par la force des choses, de se mettre vraiment à l'état de l'art et d'avancer, etc. Et elle l'a fait. Et vraiment, donc sur le cyber, il y a des choses qui sont vraiment géniales. Il y a Antoine qui demande si l'armée et la recherche sur la guerre cognitive. Ah oui, moi j'ai bossé sur un bouquin qui parlait de ça. C'est vrai que l'armée française réfléchit beaucoup à plein de... Alors, la guerre cognitive, c'est au niveau de l'OTAN, d'ailleurs. Hein. J'imagine que l'armée réfléchit aussi à ça en France. Bien sûr. Et puis on a réfléchit à toutes les formes de conflits qu'on pourrait avoir et tout. C'est les travaux de la rétine. On va pas parler de l'armée. Il y a un truc qui fonctionne, on peut le dire. Non, mais c'est bien, écoute, tu l'as dit. Non, c'est pas du bashing systématique. Mais d'un point de vue structurel, on est à la ramasse. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui une classe politique qui bosse. C'est aussi con que ça. Ils sont très très occupés, mais ils ne sont pas occupés. Le cœur du réacteur, c'est pas glamour. C'est clair que ça fait pas un calcul politicien de dingue. C'est quelle est ta stratégie industrielle? Comment est-ce que tu accompagnes l'IA, la robotique, la cobotique? Ça veut dire tout ça donc. Il y a, je lis les commentaires en même temps que. Pendant que je mange mon sablé aux dattes. Pendant que tu manges ton sablé. Elle m'a amené un sablé aux dattes. Marmoule. Ça s'appelle marmoule. Marmoule aux dattes. Franchement, c'est bon. Mais bon, après, hein. Il y a Paul aussi qui fait la réal qui nous a dit que s'il y avait des bruits de bouche, il se barrait. Parce qu'il supporte pas les bruits de bouche, c'est dégueulasse. Mais tu as entendu des bruits de bouche, Paul? Oh merde. Il a dit oui. Donc ton marmoule, tu le gardes, tu le mangeras plus tard. Mais gars, tu as mis le truc à 20h, genre j'ai pas dîné. Oui, non, c'est vrai, on n'a pas mangé. On a des vieilles cahuètes que j'ai données, mais on n'ose pas les manger parce que sinon on va faire des bruits de bouche. Mais t'aurais dû me le dire d'avant, Paul. Ah bah là, il était en train de... On sentait qu'il était pas bien, donc... Alors, peut-être qu'on peut se faire juste... Il y a un truc que je voulais te montrer, alors qui est plus dans l'actu de cette semaine. Pas que ton livre, on va parler de ton livre, mais je pense que ça va relier très bien avec ton livre. Est-ce que Paul, du coup, si Asma arrête de faire des bruits de bouche, elle se cache là pour pas en faire, est-ce que tu pourrais nous mettre, s'il te plaît, voilà. And your answer was... President Trump and I have been clear about our positions. Il faut que je le traduise alors. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? Elle demande alors, attends, si tu peux attendre, Paul, je vais contextualiser avant on va le remettre. Mais en gros, c'était à la Maison Blanche. Il y a eu une rencontre très attendue entre Mamdani, qui est donc le nouveau maire de New York, qui se présente lui-même comme un socialiste. On pourrait discuter de ce que c'est socialiste aux États-Unis, mais en tout cas comme un démocrate, mais de gauche, à la gauche du Parti démocrate. Et Trump, donc qui le surdéteste et qui l'appelle communiste. Ouais. Alors, et Mamdani lui rend bien parce qu'il l'appelle régulièrement fasciste. De quoi on va pouvoir parler de qu'est-ce que c'est que d'être fasciste ou pas. Mais du coup, ce qui est intéressant avec cet extrait-là, c'est qu'ils se rencontrent à la Maison-Blanche, tout le monde s'attend. C'est des besties. À ce qu'ils se fritent, en fait. Ouais. Tu dis, c'est pas possible qu'un mec comme Trump rencontre un mec comme Mamdani et que ça se passe bien. Et alors, ils sortent, ils se retrouvent devant plein de journalistes parce que tout le monde était là en train de se dire ça va péter, ça va être un truc de fou. Et là, tout sourire, il se serre la main. Mamdani dit en fait moi mon grand projet c'est de faire des logements pas chers, accessibles, etc. Et Trump lui dit c'est un super projet, on va te soutenir là-dessus. Et là tous les journalistes sont en PLS en train de se dire Trump, en gros, il y a aussi ce problème des journalistes qui attendent du spectacle, quoi. Ouais. Ils attendent que ça pète et tout, et là il se passe rien. Et donc, il y a la journaliste qui dit à Mamdani, on va écouter sa réponse. Elle lui dit, mais en gros,
la personne qui est à côté de vous, Trump, vous le traitiez de fasciste encore il y a 2 jours. C'est vrai ou pas? Et là, la réponse, c'est ça. Both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. So, All right. okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And I wanted to ask you a Donc, en gros, Mamdani, on sent qu'il est prêt à donner une réponse un peu diplomatique. Il est un peu emmerdé. Il va être obligé de dire oui, je dis que c'est un fasciste, mais en même temps, il faut qu'on travaille ensemble. Bon, je pense qu'il allait sortir les rames. Ouais. Et là, il y a Trump qui arrive et qui dit t'inquiète, dis oui, dis que je suis un fasciste, on s'en fout. Et du coup, il y a plein de façons d'interpréter ça. Alors, c'est déjà, on a l'impression que la politique est un peu un simulacre où finalement, je sais pas moi, on joue à s'engueuler très très fort et puis finalement on trouve des points d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, il y a le côté aussi très basique qui est que c'est quand même Trump qui dit finalement l'accusation de fasciste, c'est pas grave. Ouais. On m'appelle fasciste, franchement, ça me dérange pas plus que ça, vas-y. Comment tu l'as interprété cette séquence si tu l'avais déjà vue, toi? Elle a plein de niveaux de lecture, la séquence. D'abord, Trump fait du Trump, c'est-à-dire qu'il est toujours étonnant et à rebours. Et il sait très bien qu'il attendait il sait très bien qu'on attendait tous un clash. Et, tu crois que ça l'amuse en fait de pas te bien le sûr, donner? ça l'amuse à fond. D'ailleurs, c'est le premier niveau. Et il a fini par dire, mais moi, mon job, c'est quand même ouf. Mon job rêvé, c'est juste d'être maire de New York. Donc en fait, Il a dit ça? Ouais. Lui, c'est ce qu'il veut être maire de New York, Trump. C'est sa ville natale et tout. Donc... Et puis même Dany, il a dit je veux construire des immeubles. Et c'est marrant, mais un mec comme Trump, tu lui dis je veux construire des immeubles. Il est Super, tout content, il est tout super, content. bonne idée. Donc il y a un truc vraiment de cool. Je pense que et par ailleurs, même Dany. Là, il faut rentrer, je crois, dans la psychologie de Trump, sans faire de la psychologie de comptoir, c'est pas intéressant, mais même Dany, c'est un gars qui a 34 ans, qui était rappeur, qui était un élu local, qui était genre pas grand-chose, musulman, qui a fait une campagne qui est quand même juste historique, mythique. Il y a même beaucoup de juifs new-yorkais qui ont voté pour lui, qui a eu un thème, et qui a eu un thème qui n'a jamais été, en fait, fondamentalement contre Trump. C'est toute l'erreur qu'on fait, par exemple, en France, contre les extrêmes, etc. Il a fait une campagne pour quelque chose. Pour les New-Yorkais. Pour que cette ville soit de nouveau habitable, accessible pour tous, inclusive, etc. C'est ça, la campagne de Mamdani. S'il avait fait juste Trump est nul, ou Cuomo, ou je ne sais qui est nul, il aurait potentiellement perdu, en fait. Donc, je crois sincèrement que Trump a été assez bluffé par ce petit gars, un peu pas self-made man, mais qui a été une surprise et qui a skyrocketé le truc. Et je crois qu'il a toujours une admiration pour les gens qui réussissent des choses un peu exceptionnelles, se pensant lui-même très exceptionnel, Trump. Il l'est. D'abord, Et à on peut le dire comme on veut, mais quelqu'un qui vient de là où il vient, de la télé... Non, mais il vient de la télé-réalité. Il avait aucune légitimité. Qui aurait pu croire qu'un mec comme Trump allait diriger les États-Unis? C'est un mec qui avait... À côté, Ronald Reagan, c'était un mec qui était crédible, tu vois. Ok, il l'avait déjà fait, mais enfin, honnêtement, il a un destin exceptionnel. Donc après, je pense qu'il a sincèrement été bluffé, et je pense qu'il reconnaît volontiers. Ça, c'est très américain, en revanche. C'est pour ça que, tu vois, je te parlais des États-Unis. C'est un pays très complexe, mais je pense que c'est très américain de dire, OK, le gars, il a réussi un truc assez exceptionnel, donc il a quelque chose d'exceptionnel, donc je vais aller creuser un peu ce truc. Ensuite, il y a aussi un calcul très politicien. Mamdani, aujourd'hui, dans le camp démocrate, c'est le gratte-poil. Enfin, il est rejeté. L'establishment démocrate le déteste. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble à la campagne de Trump, de Macron de 2017. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait une campagne, c'est ce que je lis là, il avait fait une campagne pour quelque chose, oui. Un projet, plutôt que contre X ou Y. Je sais pas si ça tient comme comparaison. Moi, je comparerais pas Macron à Mamdani ou Mamdani à Macron, mais l'idée, en tout cas, de dire il avait un projet et il l'a défendu jusqu'au bout. En fait, mais qui est un projet très simple, en fait. C'est de rendre New York abordable et ça parle à tout le monde. En tout cas, beaucoup de New-Yorkais. C'est la politique. Mais c'est déjà énorme. Regarde-nous en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un projet quelconque d'aucune... Tu pourrais dire, c'est très simple, on peut critiquer ad vitam. Je pense que les politiques français ont des projets. Ils font pas que des attaques. Ça serait un peu facile. De qui ?
Non, mais sincèrement. Bah, tu veux que je te donne les projets des différents partis politiques? Non, Bah, tu peux prendre, je sais pas, ce moi. type-là, je veux dire. Bah, tu pourrais dire qu'un mec comme Zemmour, il a un projet qui est assez Non, je clair. parle pas des extrêmes, je te parle justement, même Dany, il n'est pas censé venir d'un. Bah, il est vu comme Macron, il est vu par Trump comme un il communiste. fut comme une. Ouais, d'accord. Donc. Oui, tu veux dire qu'au centre, il y a un manque d'énergie et de projets, et on est plus dans la réaction à des méchants et que d'en proposer, Exactement. proposer C'est quelque toujours- chose. Exactement. Mais une fois que tu as posé ton adversaire ou ton méchant, toi, qu'est-ce que tu as à raconter sur la ville, sur ton pays, sur le monde? Qu'est-ce que tu as à raconter sur le monde? Et Mamdani a quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à raconter sur le monde. Gavin Newsom, dans un tout autre style côté Californie, Gouverneur de Californie. exactement, a eu, pareil, a émergé comme figure potentiellement nationale, d'ailleurs, parce que tout d'un coup, il a bâché, puis il a été très très drôle contre Donald Trump, il l'a beaucoup ridiculisé, mais il a proposé quelque chose comme un contre-récit à Trump. Trump a proposé une vision. On aime, on l'aime pas, mais il a proposé une vision des États-Unis et de la restauration de l'Empire américain. Make America Great Again. D'ailleurs, Trump, il faut absolument le lire, d'ailleurs, sur l'angle de l'Empire, pour le comprendre. Donc, pour comprendre sa logique, qui est en fait très logique, et il est beaucoup moins brouillon et illisible que ce qu'on voudrait bien faire croire. Donc, le Mamdani sur la scène, donc il y a la question, je pense, vraiment d'une sympathie sincère pour ce jeune gars qui a réussi quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit que, j'ai Cole Rampage qui dit qu'il y a clairement un manque de travail de la part de nos politiques qui préfèrent se cracher au visage et dénoncer son voisin plutôt que de trouver des solutions. Ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire il y a un manque de projets fédérateurs qui emportent les gens, Ouais. et on est plutôt dans la petite phrase et dézinguer celui d'à côté, Bien quoi. sûr. Et que ça a la ses petite limites. politica, ça trompe personne. D'ailleurs, regarde les défiances, regarde les scores Enfin, tu vois bien. Donc, mais si je En même temps, franchement, Oui. est-ce que Mamdani, tu peux dire qu'il a un projet politique dans la façon dont il l'a proposé? Ok, il a un projet pour une ville, une ville qui coûte moins cher, etc. Et le projet politique derrière, c'est Bernie Sanders, concrètement. Oui, mais Je d'accord. veux dire, celui qui a un projet idéologique, c'est derrière, c'est des Non, gens comme Bernie Sanders. n'a aucune Mamdani, chance. bon, du haut de ses 34 ans et de son expérience à lui, je pense qu'il est, Attends, parce il qu'on est est sur en de la train- politique on est- aussi de petites phrases, de réseaux sociaux. On n'est pas non plus sur du projet. On est en train de tout. Il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que tu as les échelles nationales. Mamdani, c'était pas une présidentielle qu'il a faite. Hein. Il concourait pour être maire d'une ville. Il se trouve que c'est New York. Oui, Donc, sauf on que ne maintenant, demande tout le monde pas. le voit au-delà. Donc, mais on bon. ne demande pas. Oui, non, mais ça ne sert à rien. Le gars, il a même pas pris ses fonctions. Donc moi, je veux bien le juger à l'emporte-pièce. La vérité, c'est que moi, je préfère juger les gens sur pièce, en général. Donc je sais que Mamdani, il n'a pas encore commencé à bosser. Donc on verra bien ce qu'il va faire. Et quelles sont ses ambitions. Est-ce qu'il va se vautrer, pas se vautrer? Est-ce qu'il va installer la charia, comme certains voudraient le croire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc on verra. Je n'en sais rien. Dans la c'est charia, tout je pense qu'on verra pas. Je peux te le non, dire mais dès bien sûr qu'on maintenant. verra Il n'y aura pas la Mais charia bien à sûr New qu'il y York, aura ne t'inquiète pas. La charia à New York. Mais à un moment donné, on a voulu le moquer comme ça. Et le décrédibiliser comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très intéressant dans le cas de Mamdani, c'est qu'il a un projet pour les New-Yorkais et pas contre quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose, je crois, vraiment à retenir. La deuxième chose, tu me disais pourquoi? C'est aussi un calcul très politicien de la part de Donald Trump. Mamdani, aujourd'hui, c'est l'aile gauche des démocrates. Il est détesté des démocrates ou de l'appareil démocrate, de l'establishment. Donc, quand il adoube comme ça l'extrême, il adoube ce qui va potentiellement être le ver dans le fruit démocrate. Défoncer le Parti Bien sûr. démocrate. Ah, donc il y a peut-être un calcul de Bien la sûr, part il de y a un Donald calcul. Trump qui est je préfère avoir des mecs comme Mamdani en face, Ouais. qui seront facilement, en fait, je pourrais facilement leur dire les traités d'extrémistes, de communistes, plutôt que d'avoir des gens qui sont plus centristes. Tu penses que ça l'arrange, en Non, fait? puis je pense que sincèrement, il voit des choses, des points d'achoppement avec Mamdani qu'il va potentiellement, tu vois, vraiment corneriser par rapport au camp démocrate, puisque le sujet, c'est aussi demain de ne plus avoir... Enfin, il les déteste quand même. Hein. C'est une espèce de détestation viscérale de Donald Trump contre l'appareil démocrate. Rappelle-toi tout ce qu'il Donc racontait lui, de comme Biden, il est un peu en dehors de cet Clinton, appareil, il ça. aime bien, quoi. Bien sûr. D'accord. Et il aime bien, non. Et puis tu as le calcul aussi de dire, si je l'adoube, il n'y aura aucune possibilité d'alliance ou de sédimentation du camp démocrate autour de Mamdani. C'est aussi un peu divisé pour mieux régner. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit, c'est le baiser de la mort, quoi. Si jamais je dis à Mamdani, t'es super, alors là, les démocrates bontins vont être en PLS, Bien quoi. sûr, Mais bien genre, sûr, comment bien je sûr. fais, quoi? Ouais, Absolument. Et donc, Ouais. il crée davantage encore de dissension et de détestation au sein de ce qui pourrait être demain une opposition, tu vois. Quelqu'un qui dit, Mamdani, il vient d'un parti qui, à la base, n'était pas les démocrates.
mais qui se sont ralliés à eux et qui sont en train de prendre de l'importance au sein des démocrates. Bah, pour moi, Bernie Sanders était démocrate, donc ça fait un moment. C'était quand même une ultra très gauche. Et puis Oui, c'était mais ils pas- sont démocrates. Mais c'était effectivement, pas ça vient l'appareil. c'est pas l'appareil Ouais, Alexandria démocrate. Cortez- ouais, c'est un Et peu où autre AOC, c'est pas non plus Non, c'est pas les exactement démocrates qui ont pris le pouvoir. Ils ont Non. jamais, ils ont jamais gouverné, quoi. Et là, il y a François qui dit je pense pas que Trump réfléchisse autant. C'est vrai que c'est la réflexion que je me faisais en t'écoutant, c'est que là, on a l'impression de le faire passer pour un grand stratège, etc. Est-ce que vraiment c'est aussi réfléchi que ça, ou est-ce qu'il y a des fois des choses qui sont tellement Ah non, mais intuitives, non, mais je sais le pas. raisonnement que je donne, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ouais. Moi, je vois un gars qui est le meilleur ennemi de mon ennemi, bah, ça devient mon ami. C'est très con, c'est très humain. Hein. Et après, oui, c'est le genre de choses, j'imagine. Trump, pour ce genre de calcul, et Non, puis c'est un calcul basique, celui-là, ça, quand même. oui, oui. Parce que j'avais lu quelque part que Trump, il ne lisait jamais, par exemple. Donc tu vois, c'est compliqué d'analyser ce que pense Trump, parce que c'est quelqu'un qui ne lit pas. Il paraît que même les notes qu'on lui donne, il demande à ce qu'on lui lise. Mais non. Il aime pas lire. Donc en fait, on lui lit. Ses conseillers lui lisent tout, lui parlent, et il prend des décisions sur la base de discussions orales. C'est ce que j'ai lu. Après, moi, je suis pas Ah, mais c'est possible. Voilà, donc on Ouais, n'est pas c'est dans du crédible. grand théoricien Non, bah non. de la politique, quoi. Non, mais c'est un intuitif. Ouais. C'est un grand intuitif. Et sur la question de je suis fasciste, pas fasciste, bah oui, bien sûr. En fait, c'est typique de ce que j'explique dans Cyberpunk. C'est en fait, que tu sois fasciste ou pas n'a plus aucune importance. Qu'on soit en démocratie ou pas n'a plus aucune importance. C'est pas que ça n'est pas important en soi, mais tout n'est que flux permanent. Donc là, c'est Oui, un tu parles de fluxocratie. fluxocratie, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi Bah, une c'est en fait, fluxocratie? on est toujours dans un schéma démocratique, si tu veux, on opère toujours en démocratie, sauf que aujourd'hui, tu as une espèce de tyrannie du flux permanent. C'est la saturation permanente. Un flux en chasse un autre, un tweet en chasse un autre. C'est ce que a très bien compris Trump, mais en fait théorisé par Steve Bannon dès 2016, c'est flood the zone. Et donc, quand tu satures en permanence, quand tu crées des contenus et tu mets de l'information, de la désinformation, peu importe, en permanence, mais en fait, d'une part, tu empêches toute distance critique, tu nivelles, tout se vaut, tout finit par se valoir. T'es facho, t'es pas facho, cette séquence, elle va rester quoi, 24 heures? Et on sera déjà Oui, passé à autre chose. d'accord. Non, mais je comprends qu'effectivement, on est dans un monde où on sature S'en fout. de polémiques permanentes, et on finalement, dans ce bruit, toi, tu dis, je crois que dans ce bruit, on devient seul, en fait. C'est-à-dire que On est tout on à a fait l'impression qu'il y a seul. du bruit tout le temps, on est tout le temps sur des réseaux sociaux, il se passe plein de choses, mais en même temps, on est ultra seul dans ce monde-là, et seul, on est faible. Et en fait, le but, c'est quelque part que les gens soient des sortes des individus isolés, Oui. qui ne se parlent plus, qui ne se touchent plus presque. Oui. Et c'est là que tu es dans un schéma où tu montres que est-ce que c'est fait exprès, je sais pas, mais c'est le monde dans lequel on va C'est finir. la C'est-à-dire, conséquence, en tout cas. on imagine, je sais pas, les trucs effectivement dystopiques où tu as des gens qui vivent avec des casques 3D, tu sais, bien et sûr. qui vivent dans leur... Ah bah ça fait penser à Matrix, tu sais, à Matrix. Bah, c'est et au c'est- métavers de Zuckerberg, hein, parce qu'il va y revenir. Ouais, on va mais tu sais, revenir à ça. Matrix, c'est vraiment chacun, et en fait, on croit vivre, mais en fait, on est allongé, et en fait, tout se passe dans nos têtes, et on n'a plus de... D'ailleurs, avant même Matrix, celui qui avait un peu anticipé ça, c'est un anthropologue qui s'appelle Leroy Gourand, qui a beaucoup travaillé le rapport entre le corps, la transformation d'ailleurs du corps, ou de la mémoire, enfin en tout cas de la biologie, au contact des techniques, au contact des différentes techniques. Et son anticipation de l'homme du futur, Leroy Gourand, c'est les années 50, 60, ça. Donc, son anticipation de l'homme du futur, donc avec toutes ces technologies-là, c'est un homme qui est avachi, affalé, flasque, gros, et qui a externalisé toutes ses fonctions, pas vitales, mais en tout cas intellectuelles, ou même mobiles, à la machine. Ça me fait penser à Wall-E. Non, c'est pas ce dessin animé Wall-E où... alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, la communauté, mais c'est pour moi un dessin animé où c'est un petit robot qui se retrouve dans un... Les hommes, ils ont tellement bousillé leur planète qu'ils se retrouvent en fait dans des espèces d'immenses vaisseaux. Et dans ces immenses vaisseaux, ils sont tous avachis, énormes, sur des fauteuils qui bougent tout c'est seuls. drôle. Et ils boivent des trucs. C'est ça. Et en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'en fait, c'est les robots qui les ont un peu manipulés pour croire qu'ils sont toujours libres, alors qu'en fait, c'est les robots qui gèrent le monde. Et c'est les robots qui sont vraiment en contrôle, et les autres, ils boivent du coca, ils sont même plus capables de se lever
et donc ils peuvent rien faire sans les robots. Enfin, c'est un peu ce que tu décris là, cette espèce Alors de... ça, c'est le roi Gourand, mais qu'il vérifie. Enfin, c'est génial. Bah, je me trompe peut-être. Est-ce que c'est dur à Wall-E lire, mais- Ouais, je crois que c'est ça, c'est Wall-E. Hein. Ah non, c'est Ouais. marrant. Super dessin animé, je trouve. Moi, j'avais adoré. Je Tu l'as pas vu, tu le connais je pas. regarderai. Mais ça décrit vraiment ça. Toi, il y a l'avachissement physique Oui. qui va avec, Mais là, vraiment. avec un avachissement intellectuel aussi, non? Et même une externalisation. Mais regarde ce qu'on est en train de faire avec les IA génératives, etc. Tu externalises une capacité de mémoire, une capacité de rédaction, une capacité de structuration de tes idées. On consomme de la pensée, on ne pense plus. Presque, pratiquement. Enfin, en tout cas, c'est le chemin. Bah, tu parles en fait d'un déclin cognitif, en fait. Enfin, ou en tout cas d'une guerre cognitive qui fait que... Moi, je suis allée jusqu'à parler, mais c'était pour rigoler entre moi et moi-même, parce que j'avais décidé que de toute façon, je ne mettrais aucune limite à l'écriture de ce livre, mais je parle de neurocamps, qui est à parler de totalitarisme, de camps neuronaux, c'est-à-dire... C'est un camp de concentration ou pour nos neurones. Ouais, enfin, mais en fait, si on part du principe qu'aujourd'hui, les nouvelles formes de répression, de contrôle, d'ingénierie sociale passent par les cerveaux et par tous les devices qui vont venir se plugger sur ton cerveau. Genre, tu vois, les implants cérébraux de Musk, mais aussi des IA génératives. En fait, on est déjà complètement en cyborg, en réalité. T'as pas besoin d'avoir un bras en fer et tu vois, une jambe en métal pour être déjà complètement addict et transformé par ton environnement technologique. Donc, et l'étape d'après, ce seront les métavers, les implants cérébraux, etc., puisqu'ils sont en expérimentation pour l'un, et à l'état de recherche, et puis ils reviendront pour l'autre. Donc, la question aujourd'hui, une des grandes questions, pour moi en tout cas, en termes de politique pour le XXIe siècle, c'est au-delà de la question de penser, réfléchir, résister, s'émanciper, blabla, tout ça, c'est la question de comment est-ce qu'on redéfinit nos libertés fondamentales ou nos droits fondamentaux. Et aujourd'hui, et ça, ce sont des choses qui sont à l'étude chez certains chercheurs américains. Le Chili l'a entré dans sa constitution. Ce sont en fait les droits neuronaux, c'est-à-dire un droit fondamental, une liberté fondamentale, la liberté cognitive, d'avoir le droit de refuser d'être implanté, d'avoir le droit, si tu l'es, de garder le contrôle de tes datas et de ton monitoring de tes données cérébrales. Parce qu'en plus, tu ne le contrôles pas. Là, on va toucher à des choses où, tu vois, à la limite, quand tu es sur un réseau social ou sur des IA génératives, tu es encore en conscience de ce que tu es en train de faire. C'est discutable. Discutable, mais il y a une externalisation encore. Tu as encore une distance, même physique, avec ton objet. Là, tu vois, si tu bloques un truc qui est sous prétexte de mieux dormir ou sous prétexte thérapeutique ou je ne sais quoi, tu ne sais plus ce que c'est en train de On n'en est pas là encore. Personne parle de nous implanter des puces dans le cerveau, non? Neuralink est en expérimentation aujourd'hui sur des humains aux États-Unis. Il a eu l'autorisation. Alors là, effectivement, il faudra se poser des questions. Mais c'est en cours. C'est en cours. Je ne suis pas en train de débloquer. Hein. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura un réflexe quand même de la population de dire non, là, les gars, nous implanter des puces dans le cerveau, c'est trop. On voit évidemment que même si on nous dit non, mais elle sera bridée, c'est une petite puce qui va te permettre juste des trucs extraordinaires, sauf que si au final, on sait très bien que du coup, tu rentres dans un réseau. Ton cerveau rentrerait dans un réseau et serait potentiellement piloté à distance, quoi. Tu te rends compte, ça veut dire que tu es potentiellement accable. Ouais, c'est ça. Tu perds le contrôle de ce que tu es. Mais est-ce qu'on va avoir le réflexe? Regarde ce qui s'est passé sur la reconnaissance faciale. Il y a Delph qui dit effectivement il le teste sur des humains. Mais donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être testé. Tu rigoles ou quoi? Je suis pas en train de Il y a quelqu'un qui dit il y aura des clients. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui se diront bah ouais, c'est cool. Mais parce que... Mets-moi une puce. Et puis si on leur promet un truc du style mais avec cette puce-là, tu vas gagner 30% de temps de réflexion, tu vas être plus rapide. Mais la promesse, c'est Parkinson, c'est l'Alzheimer. Il commence toujours par une promesse très thérapeutique. Après, avec une autre question éthique majeure, c'est que ça veut dire que c'est les riches qui pourront. Parce que c'est Musk, donc c'est payant. Donc les autres, les pauvres. Et potentiellement... Ils ne seront pas augmentés, quoi. Mais peut-être que n'étant pas augmentés, peut-être que la liberté, elle sera chez eux. Donc là, on revient sur la Boétie. Enfin, ça fait des scénarios incroyables, en vrai. La servitude volontaire, ouais. Mais allez... je m'étais dit qu'on ferait... Non, mais justement, on va finir sur du positif. Déjà, je m'étais dit que sur le format des interviews, j'essaierais de faire quelque chose qui soit autour d'1h30 pour qu'on ait le temps de discuter et qu'en même temps, voilà, on rentre pas dans un truc où on tue tout le monde, que tu pourras finir ta bière d'ailleurs, qui est là. On m'a dit d'arrêter de vivre et de respirer, donc... C'est ça.
Tu n'as plus le droit de manger, sinon Paul t'engueule. Voilà, tu le sais. fait une apoplexie. Donc... Alors du coup, moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant dans ton bouquin, que je remonte, Cyberpunk, c'est que c'est pas un bouquin qui déprime. Voilà, tu finis pas dépressif après la lecture de ce bouquin. Et je pense qu'il y a beaucoup de bouquins où tu finis en disant, waouh, mais en fait, c'est apocalypse sur apocalypse. Tu vois, déjà que la Bretagne va être engloutie sous les eaux, qu'on vivra en slip par 60 degrés, que tu vois, on se battra pour manger un grain de quinoa qui reste. Voilà. Et en plus, t'auras des mecs qui nous auront implanté des puces dans la tête et qui nous piloteront à distance comme des voitures télécommandées, tu vois. Donc, il y a un moment, tu peux arriver et dire, bon, laisse tomber, tu vois. J'arrête là. Non, mais tu vois, honnêtement, implantez-moi la puce maintenant. Je fais des trucs qui me vident le cerveau et comme ça, au moins, je pense à autre chose. Tu vois, ça peut être le réflexe. Et je trouve que toi, t'as un réflexe sur la fin. Alors, c'est marrant parce que c'est une réflexion tu t'éloignes beaucoup de ton domaine de compétences. On va dire que c'est une partie humaine dans ton livre où tu parles à la première personne et tu dis, alors, les appels à résister, je trouve qu'on en a beaucoup en ce moment. Non, j'aime pas ça. Je parle pas de résistance. Mais je trouve qu'il y a un côté appel à vivre, quoi, tout simplement, en se disant que le seul combat qu'on peut mener, c'est finalement d'être un peu plus les uns avec les autres, les uns contre les autres. En fait, je sais pas comment. J'ai posé contre, pas sens contre, mais contre coller. Non, mais en fait, j'ai posé les choses de façon très simple. Moi, j'aime bien réfléchir en arithmétique, avec des équations. Dans ma thèse, je pose les choses en équations. Chacun fait comme il veut. Donc moi, c'est un peu mon réflexe. Et donc, je me suis dit, ok, donc si mon hypothèse de départ, et donc il faut que je résolve mon inconnu. Si mon hypothèse de départ, c'est que ces mondes-là, ces mondes artificiels, ces hyper-technologies, sont devenus les infrastructures qui coordonnent et qui opèrent le monde. On ne peut plus faire ça. Ce ne sont pas des outils, ces trucs, ce sont des systèmes. C'est pas, tiens, j'ai un outil. D'ailleurs, tous les appels à la servitude justement volontaire, vous avez qu'à ne pas y aller. Ça, c'est débile. C'est ne pas avoir compris qu'en fait, tout est organisé autour de ça. Donc, ne plus les utiliser aujourd'hui, c'est tu es hors société. Regarde ce qui est arrivé à l'avocat de la CPI, Nicolas Guillou, qui est aujourd'hui... Mais je connais pas cette histoire, c'est quoi l'histoire ? Arrête, c'est énorme. Non, je connais pas. Attends, alors, tu sais qu'à la CPI, il y a 2 juges... dont Karim Khan et un autre Français, à la Cour pénale internationale, et qui ont validé les mandats d'arrêt contre Netanyahou. Les États-Unis, par mesure de rétorsion, en fait, leur ont coupé, par tout un tas de systèmes, etc., l'accès à leur mail. Donc, c'était Microsoft, en fait, qui avait, soi-disant que oui... Ils pouvaient couper l'accès. Ils ont coupé. Donc, les mecs de la CPI ne pouvaient plus avoir accès à leur mail. Certains, pas tous, pas toute la CPI, mais certains, ceux qui étaient sur cette liste-là. Et surtout, le juge français, Nicolas Guillou, aujourd'hui, est hors société. Il n'a plus accès, il est interdit bancaire. Or, tout le système bancaire Visa, Master, c'est américain. Il ne peut plus rien acheter nulle part sur aucune marketplace, Amazon, rien. Donc le gars, en fait, il vient de faire une interview qui est sidérante sur comment est-ce qu'il a été, mais coupé du monde. Et par, tu sais, les effets de rétorsion, c'est-à-dire que si tu travailles avec une boîte américaine, en fait, tous les partenaires aussi de la boîte américaine doivent se plier au truc. Donc le gars, il ne peut plus rien faire. Donc, et toi, pour toi, c'est une alerte pour dire, regardez le pouvoir qu'ont ces gens-là. C'est concret, en fait, là, c'est pas de la politique fiction. Les gens, ils ont cuté. C'est pas une dystopie, quoi. Mais on y est. Ouais, c'est ça. Moi, je veux bien le hurler encore longtemps, mais il faut juste ouvrir les yeux, là. Les implants aujourd'hui ont eu l'autorisation de la FDA. Ils sont sur expérimentation sur des humains, pas sur des rats, pas sur des humains. Les 2 juges de la CPI, ils sont coupés littéralement du monde. Regarde les témoignages du français. Enfin, c'est quand même dingue. Je suis pas en train de l'inventer. Donc, à un moment donné, il faut juste... il y a Paul qui nous a mis l'article qui parle de ce juge français. Ah, tu l'as trouvé, Paul, merci. Ouais. Ouais. Tu vois, à un moment donné, moi, ça va même plus vite que nous, en réalité, ce truc. Le réel est en train de dépasser tous nos scénarios de mais donc fiction. là, on est encore dans la dépression, là. Mais du coup, comment non, toi, qu'est-ce que tu nous proposes voilà, regarde. Bon, après, tu t'es pas non plus regarde, démiurge, hein, mais toi, ton... Non, moi, voilà ce que je dis. Je dis que si, en fait, la norme, le système, les infras, nos existences sont réglées sur les infrastructures technologiques, les mondes artificiels, le virtuel... Ça veut dire que, en fait, on doit gérer 2 existences. C'est ça que je dis, moi, c'est ma grande idée force de la fin. C'est qu'on a une vie virtuelle et on a une vie réelle, physique, matérielle. La première est devenue la norme. Mais le problème de la première, c'est qu'elle devient de la data. Donc, tu es fliqué, tu es capté tout le temps. Parce que tout ce que tu fais sur le virtuel, c'est de la donnée. Tu
Tu n'es que quantité, tu n'es que quantifiable. Ça veut donc dire Mais que tu dis que on est des intrants pour algorithmes, c'est ça? Je crois que Oui. je te cite de tête, c'est ça? On est des intrants pour Oui, par le algorithmes, modèle. quelle horreur! Je sais. Mais on est ça. Ouais, bah c'est horrible. Mais on l'est. Donc, une fois qu'on a posé ça, ça veut donc dire que le seul endroit qui nous reste où tu n'es pas réductible à de la data, où peux être complexe, différent, en dessous des radars, libre, contingent, hasardeux, peu importe, c'est donc le réel. Le réel devient la résistance ou l'émancipation. Ouais, mais on fait quoi? Du coup, on vit dans des caves et Mais non, avec on des vit- silex et Non, on mais lâche tu- nos téléphones et. Mais pourquoi tu exagères toujours tout? Bah non, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire qu'il faut continuer à ce qu'on se parle, à ce qu'on se voit, à ce qu'on prenne des cafés, à ce qu'on se rencontre, à ce qu'on s'aime, à ce qu'on se... La vraie vie, c'est celle qui est hors des écrans. Quand tu es derrière un écran, t'es tout seul. T'es tout seul derrière ton écran et tu bouffes quelque chose, ou en tout cas, soit tu produis de la data, soit tu bouffes les contenus qu'on te pousse parce qu'on va te faire une expérience sur mesure, qu'on t'a profilé, c'est tout le prédictif. Ça, c'est tous les univers de Philip K. Dick, de William Gibson. Enfin, le langage devient virus, il interfère sur ta pensée. Enfin, c'est quand même un truc de fou quand même. Ouais, Et on mais là, y il y a est. Anita qui dit, pour résumer ou caricaturer, on papouille des vrais gens. En vrai, j'aime bien papouille. Ouais, On exactement ça. cultive son potager, Ouais. on paye en liquide. Non, mais non, Nita, non. Parce que C'est- payer en tu liquide, vis- là pour mais le coup, non. on est vraiment sur les trucs de, tu sais, on sort du système bancaire. Non, ça c'est David Toro, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ça, c'est ta vie concrète de tous les jours, mais ça veut dire qu'il faut toujours s'octroyer et s'aménager des espaces où tu es hors écran, où tu es comment dire, en contact avec autre chose. Se balader dans une forêt, avoir des copains, écouter de la musique, lire des livres. Tout ce qui va en fait te permettre de rester toi-même et d'ouvrir ton imaginaire, de ne pas être complètement captable. Non, mais ça, c'est un manuel de défense individuelle. Ça, à Oui, titre mais c'est individuel, exactement ça, c'est effectivement. Je suis 100% d'accord avec toi. Il vaut mieux des fois se poser dans son canapé et lire un livre Un ou peu. alors parler avec des amis plutôt que d'être tout le temps dans le cyber. Alors après, on parle sur Twitch et donc on est nous-mêmes dans le cyber. Mais ça, c'est- d'ailleurs, mais c'est ça va nous intéressant, sortir de rien du tout au final parce que, comment dire, est-ce que les Elon Musk et les Peter Thiel, oui, ils vont nous dire, bah ok, retournez si vous voulez à vos livres et vous passez à côté du monde tel qu'il est. Et de toute façon, vous êtes un détail, on se m'en fout de vous. On a un projet global et voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait collectivement pour résister à ça? Est-ce que ça se fait au niveau européen? Est-ce que ça se fait Non, au niveau européen. Enfin, Non, mais ils du sont coup, pas on fait européens, quoi? les gars. On fait quoi? Bah, on fait quoi? J'ai Moi, pas de je veux solution. bien. Ouais, on n'a pas de solution. Non, moi sur technopolitique, j'avais un peu d'espoir, un peu de solution. Bah, peut-être que ça reviendra plus tard, mais ça veut dire en fait les géants technologiques ne peuvent plus rester des boîtes privées. Donc il faut absolument que ça devienne des systèmes un peu public-privé. C'est-à-dire qu'on ouvre, pas les nationaliser parce que c'est pas jouable, parce que c'est américain, encore que. Ça pourrait, mais c'est d'ouvrir en fait la gouvernance de ces boîtes qui sont des infrastructures. Donc ce ne sont plus des boîtes privées. On ne peut plus les traiter simplement comme des boîtes qui sont cotées. Donc il y a un problème aujourd'hui, il y a un problème fondamental qui est leur statut juridique. C'est pas tiens je les modère. Ça c'est vraiment des discussions de petits joueurs de losers. La question initiale c'est une question qui est en amont, c'est le statut de ces boîtes-là. Elles ne peuvent plus être des entreprises. Ce ne sont pas des boîtes avec des boîtes noires qui rendent Mais des tu les comptes. appelles comment si c'est plus des entreprises du coup? Tu les appelles ce que tu veux. Moi, je les appelle des unités politiques. Tu les appelles ce que tu veux. C'est des mégacorps. Donc, une fois que tu as posé ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Donald Trump, Biden avait un peu commencé à effleurer le sujet. Il y avait Elizabeth Warren qui avait parlé au départ de démantèlement. Après, il y a eu Lina Khan à la FTC qui avait lancé un paquet de cas justement sur Oui, les pour abus de qu'il position soit, dominante. ouais, Voilà. ouais, Et après, ouais. bon, Trump arrive, bam, et on rétropédale totalement. Et là, tu as l'alliance pure et parfaite de Technopole, Big Tech, Big Set. Donc là, c'est un peu, sincèrement, à court terme, c'est cramé, c'est mort. Je vois pas le début d'un contre-pouvoir, d'un contre-récit, d'autant que c'est pas juste des histoires apocalyptiques ou dystopiques, c'est que ces gars-là sont au service de la puissance américaine contre le rival chinois. Il faut revenir toujours à la lecture géopolitique. Donc il n'y a aucune limite, et c'est ce qu'a dit Trump cet été, il n'y a pas de limite, et encore moins réglementaire, face à l'accélération des États-Unis qui doivent gagner cette bataille. C'est clair dans leur tête. Donc les big tech aujourd'hui sont des adjuvants de la puissance américaine. Point. Donc tu comprends bien que l'Europe là-dedans, enfin moi je veux pas Oui, toi, tu vous veux- blesser, mais enfin moi je veux bien faire des discours bisounours et dire oui nous l'Europe c'est hypocrite. C'est cramé. À court terme je le crois, mais moi j'écris des livres.
Et j'écris pas des livres par hasard. J'écris des livres parce que justement c'est une résistance au flux. C'est parce que je crois sincèrement que ce sont des traces qui restent. Et parce que quand tu écris, et ça c'est vraiment l'acte d'écrire. C'est pas quand tu écris des livres pour se la péter, pour dire. Quand tu écris, tu comprends en fait la valeur du temps long. Moi je n'écris. Il ne faut pas penser les choses de notre vivant.